À 3 millions d'années-lumière de la Terre, il existe une galaxie entière qui tourne dans l'espace et que nous pouvons voir à l'œil nu lors des nuits très sombres. La galaxie du Triangle est plus petite que notre Voie lactée, mais elle a quelque chose d'incroyable. Elle crée de nouvelles étoiles à une vitesse qui étonne les scientifiques. Alors que notre galaxie fait une étoile par an, Triangle en fait 10 fois plus. Mais voici le mystère que personne ne peut expliquer. Cette galaxie vient vers nous à une vitesse de 100 000 km à l'heure. Dans quelques milliards d'années, elle entrera en collision avec la Voie lactée et Andromède, créant une super-galaxie géante. Qu'arrivera-t-il à la Terre quand 3 galaxies entières fusionneront ensemble? À quoi ressemblera le ciel nocturne quand nous aurons des milliards de nouvelles étoiles brillant au-dessus de nous? Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. Avez-vous déjà essayé d'imaginer à quoi ressemble vraiment une galaxie voisine? Pas simplement comme un point lumineux dans le ciel, mais comme un univers entier rempli de mystères à explorer. Parlons aujourd'hui de la galaxie du Triangle, aussi appelée M33 ou encore NGC 598. Même si son nom ne fait pas tout de suite rêver, cette galaxie mérite vraiment qu'on s'y intéresse de plus près. Elle fait partie d'un groupe très select qu'on appelle le groupe local. Ce groupe comprend la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la fameuse galaxie du Triangle. Ce n'est pas rien puisqu'en fait, ces 3 galaxies forment le cœur du voisinage galactique où nous évoluons et elles se partagent des choses surprenantes. Première chose à savoir, la galaxie du Triangle n'est pas perdue à l'autre bout de l'univers. Elle se trouve à environ 3 millions d'années-lumière de nous. Pour donner une idée, cela veut dire que si un rayon lumineux quittait la Terre aujourd'hui, il mettrait 3 millions d'années avant d'arriver là-bas. C'est vertigineux, bien sûr, mais à l'échelle cosmique, ce n'est franchement pas si loin. Parmi toutes les galaxies de notre environnement cosmique, elle figure même parmi les plus proches. Cette distance rapprochée en fait une cible de choix lorsqu'on s'intéresse à l'étude des galaxies en général. Ce qui est bluffant, c'est que contrairement à la majorité des autres galaxies, qui sont invisibles à l'œil nu, M33 peut, dans certaines circonstances, se montrer sans aucun instrument. Il suffit d'une nuit où la Lune est absente, sans éclairage, loin des villes, dans un ciel vraiment pur. Cela n'arrive pas tous les soirs, mais à la campagne, par une nuit d'hiver, il n'est pas impossible d'apercevoir comme une petite tache floue, une sorte de brume discrète. C'est elle. De nombreuses personnes ont tenté l'expérience, parfois sans s'en rendre compte vraiment. Pourtant, elle est là, suspendue, fidèle, depuis des millions d'années. En parlant de forme, la galaxie du Triangle arbore une structure qu'on appelle une spirale. Si on regarde les photographies réalisées par les télescopes, on voit de magnifiques bras qui s'enroulent autour du centre, dessinant une forme globale qui rappelle un escargot ou une fleur. Cela ressemble à la Voie lactée, qui est la spirale dans laquelle se trouve notre système solaire, mais avec des différences notables. Déjà, M33 est plus petite. Son diamètre n'atteint pas celui de la Voie lactée, et elle renferme également moins d'étoiles que cette dernière. Cela ne signifie pas qu'elle est insignifiante. Elle concentre tout de même plusieurs dizaines de milliards d'étoiles, ce qui dépasse l'entendement si on réfléchit à ce que ça fait en termes de nombre. Parlons justement de ce qui la rend aussi visible, même à une si grande distance. La principale raison tient à la jeunesse de nombreuses étoiles qui peuplent la galaxie du Triangle. Beaucoup d'entre elles sont sur des cycles de vie très courts, produisant une lumière vive, intense et couvrant une large gamme de couleurs. Cette lumière, combinée à celle qui émane de vastes régions de formation stellaire, rend l'ensemble particulièrement lumineux. La galaxie n'est donc pas une entité statique ou en train de mourir lentement, elle déborde littéralement de vie astronomique. On parle ici d'immenses pouponnières d'étoiles, des nuages de gaz et de poussière à partir desquels se forment constamment de nouveaux astres. Ce dynamisme en fait une excellente candidate pour étudier tout ce qui concerne la formation, la croissance et l'évolution des galaxies similaires à la nôtre. Parce qu'elle est située tout près de nous, à l'échelle de l'histoire de l'univers, M33 sert un peu de laboratoire géant à ciel ouvert. Des astronomes du monde entier scrutent ses bras, ses régions lumineuses et ses structures internes à la recherche d'indices sur comment naissent, vivent et meurent les galaxies. Contrairement à des objets lointains à peine discernables, la galaxie du Triangle offre des détails fascinants, accessibles avec une gamme de télescopes de toute taille. Quand on dit galaxie voisine, on imagine parfois qu'il s'agit juste de la Voie lactée,
Lactée et d'Andromède, la fameuse galaxie géante repérée depuis des siècles par les astronomes de toute culture. Mais M33 joue un rôle vraiment important dans la compréhension globale du groupe local. Il faut la voir comme une sorte de petite sœur des deux géantes, un peu plus discrète en apparence, mais essentielle pour les équilibres locaux et pour tout ce qui concerne les interactions gravitationnelles à grande échelle dans notre coin de l'univers. Pour résumer un peu, en prenant l'image d'une carte du ciel, la galaxie du Triangle trône dans la constellation du même nom, le Triangle. C'est une constellation qui n'est pas très fameuse car elle est petite, mais pour ceux qui aiment repérer des objets célestes, elle sert de point de départ. Les astronomes professionnels et amateurs s'en servent souvent comme référence. Si on repère la constellation, on a des chances de trouver la galaxie elle-même dans le même secteur du ciel. Même si son aspect est tout petit avec un télescope amateur, les télescopes plus puissants révèlent une structure complexe. Les bras spiraux sont bien marqués, parsemés de points brillants qui sont en fait d'immenses amas d'étoiles ou des nébuleuses géantes. Ces régions ne sont pas seulement belles, elles témoignent d'une activité cosmique intense, en particulier dans tout ce qui concerne la production d'étoiles nouvelles. Imaginez que chacune de ces zones abrite potentiellement des systèmes comme le nôtre, ou pourquoi pas, des environnements favorables à la vie, donne le vertige. Un détail qui fascine les chercheurs, c'est le rapport entre la masse et la taille de la galaxie du Triangle comparée à ses voisines. Sa masse totale est estimée à quelques dizaines de milliards de fois celle du Soleil, ce qui la classe bien en dessous d'Andromède et de la Voie lactée, toutes les deux pesant dans les centaines ou même les milliers de milliards de masses solaires. Pourtant, malgré sa moindre taille, elle attire le regard précisément parce que ses régions de formation stellaire sont parmi les plus actives du voisinage. Cela la rend idéale pour poser les grandes questions sur la façon dont les galaxies bâtissent leurs étoiles et donc, à terme, des planètes et tout ce qui peut s'y développer. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la galaxie du Triangle ne flotte pas isolée quelque part dans l'espace. Elle est sous l'influence constante de ses grosses sœurs et d'autres galaxies naines qui peuplent le groupe local. Les interactions gravitationnelles jouent à plein. Elles provoquent parfois de légères déformations dans ses bras spiraux. Elles déclenchent peut-être même ces épisodes intenses de création d'étoiles. C'est comme une danse cosmique où chaque galaxie tire un peu vers elle ses voisines, sans pour autant toujours aller jusqu'à la collision frontale. En observant en détail M33 et ses environs immédiats, les chercheurs ont identifié des traces de ces interactions passées. Par exemple, des filaments de gaz, des structures irrégulières dans la répartition des étoiles, et même des courants stellaires qui indiquent qu'il y a eu dans le passé des rapprochements suffisamment forts pour influencer la forme même de la galaxie. C'est la preuve que, même dans un environnement apparemment très calme, il se passe sans cesse des choses invisibles à l'œil, mais dont les effets sur le long terme changent en profondeur la vie de la galaxie. Un point absolument passionnant, c'est que M33 est considéré comme une sorte de galaxie intermédiaire. Si la Voie lactée et Andromède sont classées parmi les géantes, la galaxie du Triangle est à mi-chemin entre ces mastodontes et les galaxies naines qui gravitent tout autour d'elle. Cela lui confère une dynamique bien particulière. Elle possède suffisamment de matière et de gravité pour conserver une belle forme, produire de nouvelles étoiles et influencer son propre environnement. En même temps, elle n'est pas assez massive pour tout dominer autour d'elle ou pour déclencher des collisions majeures, du moins jusqu'à présent. La question du type exact de la galaxie du Triangle a fait discuter les spécialistes depuis des décennies. Elle combine des traits de galaxie spirale classique avec leurs bras enroulés et leurs disques relativement plats, mais aussi des caractéristiques secondaires comme une zone centrale pas très massive et surtout une absence de bulbe vraiment marquée, à la différence de beaucoup d'autres spirales. Cela intrigue énormément les chercheurs. Pourquoi M33 n'a-t-elle pas formé de bulbe massif au centre? Est-ce lié à son histoire de formation ou à la façon dont elle interagit avec ses voisines? Les campagnes d'observation et d'imagerie avancées cherchent à répondre à ces interrogations. D'ailleurs, l'étude de la galaxie du Triangle ne se résume pas à ce qu'on peut voir en lumière visible. Les astronomes déploient tout un arsenal d'observations à l'aide des ondes radio, de l'infrarouge ou même des rayons X. Chaque gamme permet de découvrir une facette différente de la galaxie. En radio, par exemple, on repère les vastes nuages de gaz d'hydrogène qui servent de réservoir à la fabrication de nouvelles étoiles. En infrarouge, on cartographie la poussière interstellaire et les endroits où la chaleur trahit la naissance d'astres jeunes. En rayon X, on localise parfois des phénomènes extrêmes comme les restes d'explosions stellaires.
Chaque discipline complète et affine la vision complète de ce que représente vraiment M33 pour l'astronomie moderne. La galaxie du Triangle, par sa proximité et sa luminosité, est aussi utilisée pour calibrer de nombreux instruments astronomiques. Cela peut paraître anodin, mais c'est fondamental pour garantir la précision des distances et des luminosités mesurées pour d'autres galaxies plus éloignées. Autrement dit, comprendre parfaitement M33 aide aussi indirectement à dresser la carte du ciel lointain et à affiner la fameuse échelle des distances dans l'univers. C'est la raison pour laquelle les télescopes spatiaux comme Hubble, mais aussi de très nombreux observatoires terrestres, ont observé longuement ces régions centrales, ces bras, ces régions sombres et lumineuses. Un autre point souvent évoqué par les passionnés de ciel, c'est la place de la galaxie du Triangle dans l'imaginaire humain. Même si elle n'est pas aussi connue que sa grande sœur d'Andromède, elle figure dans de nombreux catalogues anciens et contemporains. Les premières références remontent déjà au XVIIIe siècle, et depuis, chaque génération d'astronomes lui a accordé une place spéciale parmi les merveilles accessibles aux amateurs comme aux professionnels. Aujourd'hui, elle inspire astrophotographes et rêveurs qui tentent de la saisir dans toute sa splendeur, parfois avec du matériel accessible, parfois avec des équipements ultra performants. Le fait que M33 soit un objet intermédiaire, visible par tous, mais aussi clé pour les recherches avancées, fait d'elle une sorte de pont entre l'astronomie de loisirs et la recherche fondamentale. Des clubs d'astronomie organisent des nuits d'observation autour de sa position, cherchant à capter l'émerveillement de ceux qui, pour la première fois, voient de leurs yeux une autre galaxie que la Voie lactée. Il suffit souvent de peu de choses, un ciel bien noir, de la patience et une paire de jumelles de bonne qualité, pour apercevoir ce voisin fascinant. Il faut aussi ajouter que la galaxie du Triangle, de par sa richesse en types d'étoiles, jeunes et âgées, offre aux chercheurs un échantillon presque parfait des différentes phases de l'évolution stellaire. En étudiant les amas ouverts, les étoiles massives de courte durée de vie ou encore les zones riches en nébuleuses, on approfondit notre vision sur comment évoluent, se transforment et parfois disparaissent les grandes familles d'étoiles. Les résultats de ces études servent ensuite à comparer les modèles théoriques avec d'autres galaxies, proches ou lointaines, pour affiner notre compréhension universelle de l'astrophysique. Finalement, s'intéresser à la galaxie du Triangle, ce n'est pas juste regarder un joli objet dans le ciel. C'est plonger dans un dossier d'observation qui s'étend sur des siècles, c'est s'émerveiller devant une mécanique céleste complexe mais accessible, c'est explorer sur le terrain les grandes questions que se pose la science moderne. Son statut de voisine proche facilite toutes sortes d'expériences et de vérifications, et elle demeure une source de surprise pour quiconque s'y intéresse sérieusement. La prochaine fois que vous levez les yeux lors d'une nuit très noire, songez qu'à 3 millions d'années-lumière de là, une spirale active, dynamique, continue de briller, veillant patiemment sur les secrets de la formation cosmique. Dans la continuité de cette exploration fascinante de la galaxie du Triangle, il y a un aspect qui intrigue vraiment tous ceux qui s'intéressent à ce coin de l'univers. La manière dont cette galaxie donne naissance à de nouvelles étoiles à un rythme incroyable. Si on se penche sur ce phénomène, on découvre que la galaxie du Triangle est un véritable laboratoire de la naissance des étoiles. Ici, au lieu d'observer un processus lent comme dans la Voie lactée, on assiste à une activité stellaire bien plus intense, avec une énergie qui semble presque inépuisable. Ce n'est pas seulement une question de nombre, mais aussi d'intensité et d'organisation des régions où se forment ces étoiles. On pourrait imaginer que la formation des étoiles est similaire partout, mais dans M33, tout montre que l'activité y est particulièrement exceptionnelle. Le premier point clé à retenir, c'est que le taux de formation stellaire dans la galaxie du Triangle surpasse de loin celui d'une galaxie comme la nôtre. En chiffres, ce rythme est environ 10 fois plus élevé que dans la Voie lactée. Pour donner une idée un peu plus précise, alors que la Voie lactée crée en moyenne une étoile par an, la galaxie du Triangle en produit autour de 10 sur la même période. Cette cadence impressionnante interroge énormément les chercheurs. On a envie de savoir pourquoi la galaxie voisine réussit à entretenir une telle vitalité, alors que notre propre galaxie est, en comparaison, plus modérée. C'est un contraste qui ne s'explique pas simplement par la masse ou la taille, mais aussi par des facteurs internes propres à cette spirale bien particulière. Pour comprendre ce qui se cache derrière une telle effervescence stellaire, il faut regarder du côté des vastes nuages de gaz et des nébuleuses qui se trouvent partout dans la galaxie. Ces zones, très riches en hydrogène sous forme moléculaire, sont appelées pouponnières d'étoiles. Elles forment un réseau dynamique où le gaz ne reste jamais calme très longtemps.
Parfois, sous l'effet de la gravitation ou des ondes de choc provenant d'autres étoiles, ces régions se contractent, le gaz se densifie et de nouvelles étoiles émergent. Dans la galaxie du Triangle, ces pouponnières sont particulièrement vastes et actives. C'est ce qui permet aux astronomes de suivre presque en direct comment une galaxie peut se renouveler sans cesse, avec des générations entières de jeunes étoiles qui baignent la galaxie de lumière. Parmi ces régions de formation, il y en a une qui retient particulièrement l'attention, NGC 604. Cette immense nébuleuse est une des plus grandes pouponnières d'étoiles connues non seulement dans la galaxie du Triangle, mais aussi dans tout le groupe local. L'étendue de NGC 604 est colossale. Elle mesure plus de 1500 années-lumière de diamètre, ce qui veut dire qu'un rayon de lumière qui aurait débuté son voyage à une extrémité de la nébuleuse en mettrait plus de 1500 pour en atteindre l'autre bord. À l'intérieur de cette bulle de gaz, des centaines de très jeunes étoiles massives, parfois de dizaines de fois plus lourdes que notre Soleil, illuminent en bleu et ultraviolet les nuages qui les entourent. Ces étoiles, par leur lumière vive et leur énergie, chauffent et ionisent le gaz, donnant à la nébuleuse cet aspect spectaculaire quand elle est observée à travers les télescopes. Ce spectacle, souvent immortalisé en photo, n'est pas seulement beau à regarder. Il intéresse les scientifiques parce qu'il donne des indications sur la façon dont évoluent les galaxies les plus actives du cosmos. Dans la galaxie du Triangle, on assiste ainsi à toutes les étapes de la vie des étoiles, depuis la toute première contraction du gaz dans les nébuleuses jusqu'aux phases de jeunesse et de maturité des étoiles nouvellement formées. D'ailleurs, comme ces pouponnières sont multiples dans M33, cela laisse penser qu'à tout instant, cette galaxie doit contenir plusieurs générations de jeunes étoiles dispersées sur de vastes régions. L'environnement dans lequel se déroule cette effervescence est en perpétuelle évolution. Le gaz initial qui compose ces nébuleuses ne se forme pas n'importe comment. Il s'accumule dans les bras spiraux de la galaxie, là où les nuages sont comprimés suite à la rotation du disque galactique. Ces zones de compression sont les sites privilégiés où la densité du gaz atteint un seuil critique. Il s'effondre alors sous sa propre gravité et déclenche la formation d'étoiles. Cette mécanique est observée dans d'autres galaxies spirales, mais dans la galaxie du Triangle, elle semble s'exprimer de façon amplifiée, comme si la géométrie du disque et la distribution du gaz donnaient un coup d'accélérateur à la naissance stellaire. Derrière cette activité débordante, il y a aussi des particularités chimiques. Les analyses réalisées à partir de la lumière des nébuleuses indiquent un taux de métaux, c'est-à-dire tous les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, plus faibles que dans la Voie lactée. En termes simples, le gaz qui forme les étoiles dans M33 est plus primitif que celui de notre propre galaxie. Cela signifie souvent que les étoiles qui en naissent peuvent être un peu différentes dans leur composition ou leur évolution. Ce détail, loin d'être anodin, attire beaucoup de chercheurs, car il permet d'étudier comment la formation des étoiles évolue en fonction de la richesse chimique du milieu où elles naissent. Ce processus cosmique entraîne forcément des conséquences sur l'aspect de la galaxie. Quand une galaxie aussi active dans la production d'étoiles, cela veut dire qu'elle est pleine de jeunes astres massifs, très chauds, qui émettent une grande quantité de rayonnement énergétique. Ces étoiles ont une durée de vie courte, souvent de quelques millions d'années seulement, et elles finissent fréquemment en supernova, c'est-à-dire en explosions gigantesques. Ces explosions, en retour, enrichissent le gaz ambiant avec des éléments lourds, tout en amorçant parfois la naissance de nouvelles étoiles sur les bords des bulles d'énergie ainsi créées. On se retrouve donc dans un cercle vertueux. Plus la galaxie forme d'étoiles, plus elle laisse derrière elle des matériaux qui pourront déclencher d'autres formations stellaires. Quand on compare plus précisément avec la Voie lactée, la différence saute aux yeux. Chez nous, les zones de formation sont bien présentes, mais elles sont plus dispersées, moins vastes, et l'apparition de nouvelles étoiles y est plus étalée dans le temps. La galaxie du Triangle semble, elle, traverser une période de jeunesse prolongée, comme si elle refusait de ralentir sa cadence. Ce phénomène n'est pas permanent à l'échelle d'une galaxie. Ce sont parfois les conditions particulières de la dynamique, du gaz disponible ou des interactions avec des galaxies voisines qui ouvrent ces véritables booms de création stellaire, ce que les astronomes appellent des épisodes de flambée de formation d'étoiles. Une chose que les scientifiques souhaitent comprendre, c'est ce qui a déclenché cette efflorescence prolongée de jeunes astres dans M33. Il y a plusieurs pistes. Par exemple, la galaxie pourrait avoir accumulé plus de gaz brut
où elle aurait pu être perturbée par le passage proche d'autres galaxies qui ont comprimé son gaz interne. Certaines simulations suggèrent aussi qu'il y a peut-être eu dans le passé des petits accrochages gravitationnels qui ont redistribué la matière à l'intérieur du disque, créant des conditions idéales pour la formation d'étoiles sur une grande échelle. On ne peut pas non plus négliger l'impact de la rotation sur le disque galactique lui-même. Dans la galaxie du Triangle, le mouvement du gaz et des étoiles dans les bras spiraux produit des ondes de densité, c'est-à-dire des zones où la matière s'accumule temporairement. Ces ondes sont un des moteurs principaux pour expliquer le déclenchement des naissances stellaires massives. Lorsqu'une portion de gaz passe par une de ces zones, elle subit une compression, s'effondre sur elle-même et en moins de quelques millions d'années, on voit apparaître un amas neuf de jeunes étoiles brûlantes. L'observation de la lumière émise par ces zones actives est au cœur des recherches actuelles. Les astronomes se servent de télescopes capables de capter toutes les gammes de longueurs d'onde, de l'ultraviolet à l'infrarouge. Cela permet de repérer non seulement les étoiles déjà formées, mais aussi les cocons de poussière chauds où naissent les plus jeunes astres. La lumière ultraviolette est un des meilleurs indices pour détecter les zones où de nouvelles étoiles très massives s'allument, car ces jeunes étoiles rayonnent fortement dans cette partie du spectre. Il y a aussi une grande attention portée au rôle des vents stellaires, qui sont des flux de particules émis par les étoiles les plus jeunes et les plus massives. Ces vents soufflent littéralement autour d'eux le gaz, sculptant des cavernes et des bulles qui changent la forme des nébuleuses. Dans la galaxie du Triangle, ces phénomènes sont observés à une échelle impressionnante. Les images des régions de formation montrent des structures complexes, souvent modelées par plusieurs générations d'étoiles qui se relaient dans l'excitation et la dispersion du gaz ambiant. Le futur de cette activité stellaire dans M33 dépendra forcément de la quantité de gaz qui reste disponible. Tant que les réserves sont pleines, la galaxie pourra continuer à fabriquer de vastes populations d'étoiles neuves. Mais sur le très long terme, ce stock finit par s'épuiser. Les plus actives, les plus massives, consommant leur carburant en quelques millions d'années. Et si rien ne vient réalimenter la galaxie en matière première, le rythme de formation baissera progressivement. Les chercheurs essayent donc de mesurer la masse totale du gaz encore disponible pour estimer combien de temps la galaxie du Triangle peut conserver ce statut exceptionnel de fabrique à étoiles. Cet engouement pour la formation stellaire intensive ne se limite pas aux scientifiques. Beaucoup de passionnés d'astronomie aiment pointer leurs instruments sur M33 pour tenter de capturer l'éclat des régions les plus actives. Certains astrophotographes expérimentés arrivent même à immortaliser le bleu vif de NGC 604 ou d'autres nébuleuses, surtout par des nuits particulièrement claires et sans pollution lumineuse. Pour les amateurs curieux, la galaxie du Triangle reste ainsi un site d'observation privilégié où l'on découvre sans cesse de nouveaux détails sur cette mécanique fascinante de la naissance des astres. L'impact de cette activité accélérée de formation d'étoiles se ressent aussi sur la configuration globale de la galaxie. Les régions où se trouvent les amas les plus jeunes forment souvent des anneaux ou des bras bien brillants, faciles à repérer sur les clichés astronomiques. Avec l'accumulation d'explosions de supernovas, le gaz est régulièrement brassé, réchauffé et redistribué dans la galaxie, ce qui contribue à entretenir la dynamique interne et à préserver, pour un certain temps du moins, cette haute cadence de production d'étoiles. Plus il y a de jeunes étoiles, plus la galaxie rayonne fort dans l'espace, attirant les regards des observatoires, situés même à plusieurs millions d'années-lumière. Au-delà du spectacle visuel, la galaxie du Triangle est donc aussi une formidable source d'informations sur l'origine des systèmes solaires, la formation des planètes et même, à terme, les conditions pour que la vie puisse s'installer quelque part dans un environnement similaire. Les chercheurs, en scrutant la diversité de ces pouponnières géantes, apprennent aussi à détecter des signes précoces sur la façon dont les environnements planétaires risquent d'être affectés par l'activité intense des jeunes étoiles. La violence des vents, les radiations, mais aussi la richesse en éléments lourds produits par les supernovas, tout cela façonne la matière à partir de laquelle pourront, plus tard, se former des planètes solides et éventuellement abriter la chimie de la vie. Pour aborder un exemple précis, il y a dans certains bras de la galaxie du Triangle des régions où la densité de jeunes étoiles est si élevée que le gaz y est entièrement ionisé, transformant ces secteurs en véritables balises pour les radioastronomes. Ces bulles rayonnent plus fort que tout le reste et tracent dans la galaxie des couloirs brillants qui cartographient la production d'étoiles en cours.
Ce phénomène est moins marqué dans la Voie lactée, où la concentration stellaire varie davantage d'un bras galactique à l'autre. Ce contexte galactique fait de la galaxie du Triangle un terrain de comparaison inégalé pour mieux comprendre pourquoi certaines galaxies produisent une nuée dense de nouvelles étoiles pendant des centaines de millions d'années, tandis que d'autres restent largement inactives pendant autant de temps. En étudiant M33, les chercheurs sont donc capables de dresser des modèles plus solides sur les différentes phases de vie des galaxies spirales. Il serait injuste de négliger d'autres régions actives de la galaxie, car si NGC 604 est la plus connue, elle n'est pas la seule. Les cartes détaillées des astronomes montrent plusieurs autres complexes de formation stellaire, disséminés tout au long des bras et du disque. Chacun possède sa propre histoire, son propre rythme d'activité. En les observant tous, on arrive à recomposer petit à petit l'évolution de la galaxie du Triangle sur des dizaines, peut-être des centaines de millions d'années. Penser à la galaxie du Triangle, c'est donc avant tout imaginer une grande ruche cosmique où des étoiles naissent par dizaines chaque année, où les nuages de gaz sont sculptés en permanence par l'énergie des jeunes astres, où des supernovas ébranlent l'équilibre local tout en semant les éléments lourds indispensables à la suite de l'histoire. Observer cette galaxie, c'est se donner la possibilité de voir le déroulement du cycle galactique dans toute sa splendeur et d'offrir une fenêtre sur ce que fut sans doute la jeunesse de la Voie lactée il y a des milliards d'années. Même si chaque galaxie a son propre chemin, la galaxie du Triangle, avec son rythme effréné, reste un témoin privilégié de cette formidable capacité de l'univers à inventer sans cesse de nouvelles lumières, de nouveaux mondes, de nouveaux commencements. Toute cette activité intense et cette capacité de la galaxie du Triangle à former sans relâche de nouvelles étoiles nous amènent à une question tout aussi fascinante. Comment une galaxie aussi dynamique se déplace-t-elle au sein de notre voisinage cosmique ? Le mouvement de la galaxie du Triangle, aussi appelé M33, intrigue les astronomes, non seulement pour sa trajectoire singulière, mais aussi pour sa vitesse impressionnante et les interactions potentielles qu'elle pourrait déclencher à l'avenir au sein du groupe local. Ce n'est pas quelque chose de visible à l'œil nu, mais grâce à des méthodes d'observation sophistiquées, on sait aujourd'hui que M33 ne reste pas tranquillement à la même distance de nous, ni dans la même position par rapport aux autres grandes galaxies. L'un des faits les plus marquants concernant la galaxie du Triangle, c'est sa vitesse de rapprochement. Aujourd'hui, les mesures montrent que M33 fonce vers nous et vers la galaxie d'Andromède à la cadence d'environ 100 000 km à l'heure. Ce chiffre paraît fou, mais il est bien réel. En 1 heure, la galaxie parcourt pratiquement la distance entre la Terre et la Lune. Plus globalement, cette valeur s'obtient en analysant la lumière qu'elle émet, en observant ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. C'est un effet qui se produit quand un objet s'approche rapidement de l'observateur, la lumière qu'il émet bascule vers des longueurs d'onde plus courtes, c'est-à-dire plus bleues. Les astronomes utilisent cet indice pour calculer la vitesse de déplacement des galaxies, et dans le cas de M33, les résultats sont sans équivoque. Elle se dirige vers le centre du groupe local, plutôt que de s'en éloigner comme la plupart des autres galaxies de l'univers lointain, qui sont portées par l'expansion générale du cosmos. Ce mouvement ne concerne pas seulement la vitesse en ligne droite, mais aussi tout un jeu subtil d'orbite et de trajectoire influencés par la gravitation. La galaxie du Triangle est donc un peu la voyageuse pressée du groupe, avec une trajectoire qui la pousse doucement mais sûrement vers Andromède, tout en étant attirée aussi par la Voie lactée. On parle ici d'un lent balai sur plusieurs milliards d'années. Les distances qui nous séparent de ces galaxies sont colossales. La Voie lactée et Andromède sont séparées de la galaxie du Triangle par un écart d'environ 3 millions d'années-lumière. Pourtant, avec les énormes masses impliquées et la force de gravité entre ces géantes, la trajectoire de chacune impacte les mouvements et l'évolution des autres. Pour comprendre ce rapprochement, il faut revenir aux lois fondamentales de l'astrophysique. La gravité qui règne dans cette partie de l'espace agit à des échelles inimaginables. Chaque galaxie exerce une force sur ses voisines, en fonction de sa masse et de la distance qui les sépare. Dans le groupe local, le trio formé par la Voie lactée, Andromède et la galaxie du Triangle s'attirent mutuellement, ce qui signifie que leurs mouvements ne sont jamais figés,
Même si cela reste imperceptible à l'œil nu sur la durée d'une vie humaine, les observations cumulées sur plusieurs décennies ont mis en évidence que la galaxie du triangle change effectivement de position. Un changement certes très lent à notre échelle, mais énorme à l'échelle astronomique. Ce qui rend ce mouvement encore plus passionnant, c'est qu'il n'est pas unique dans le groupe local, mais il est quand même assez rare. La majorité des galaxies qui composent notre groupe et qui gravitent autour de la Voie lactée et d'Andromède tendent à rester stables ou à s'éloigner en douceur. Or, la galaxie du triangle semble avoir été entraînée dans une dynamique particulière. Les simulations et les modèles informatiques qui retracent le passé évolutif du groupe local suggèrent que M33 a déjà vécu des épisodes de rapprochement, possiblement même des passages à proximité d'Andromède par le passé. Certaines traces dans sa structure interne iraient dans ce sens, par exemple des perturbations dans ses bras spiraux ou des distorsions mineures qui la différencient de spirales plus tranquilles. La façon dont la galaxie du triangle se rapproche de nous et d'Andromède nous offre un terrain d'étude exceptionnel pour décrypter les effets de la gravité sur des masses aussi grandes. Ce sont de véritables expériences naturelles à l'échelle cosmique. En observant la trajectoire de M33 et en la comparant à celle de ses voisines, on comprend mieux comment les galaxies interagissent sur des milliards d'années. Par exemple, si M33 devait passer très près d'Andromède une nouvelle fois, la force de gravité pourrait entraîner la création de ponts de gaz ou même provoquer la formation de nouvelles étoiles, dues aux effets de marée gravitationnelle, comme on les observe déjà dans certains recoins du disque galactique. La question alors, c'est de savoir jusqu'où cette trajectoire va mener la galaxie du triangle dans le futur. Les calculs basés sur l'observation précise de ces mouvements montrent qu'elle continue de s'approcher lentement, mais sûrement, du centre de masse du groupe local, c'est-à-dire de la zone gravitationnellement la plus stable formée par la Voie lactée et Andromède. Les modèles les plus récents s'accordent pour dire qu'à terme, et cela dans quelques milliards d'années, M33 pourrait très bien finir par interagir de façon directe avec ces deux grandes galaxies, voire participer à une vaste fusion cosmique où toutes leurs étoiles, leur matière et leurs nuages de gaz seraient mélangés. Ces interactions vont au-delà de la simple collision directe. Il s'agit de processus très complexes où, bien souvent, les galaxies s'effleurent, échangent un peu de matière ou s'attirent et se repoussent par vagues successives avant de finalement fusionner. En se penchant sur les raisons physiques de cette vitesse élevée, il faut regarder le jeu des forces gravitationnelles. La masse des trois grandes galaxies principales du groupe local représente la quasi-totalité de la matière détectée dans cette région de l'univers. Ce sont donc elles qui dictent le rythme du ballet gravitationnel. De plus, chacune d'elles est entourée de ce qu'on appelle un halo de matière noire, une matière invisible qui agit comme un filet, renforçant la gravité totale de chaque galaxie. Ce phénomène invisible mais mesurable explique en partie la trajectoire particulière de M33. Chaque fois que la galaxie du triangle passe près d'Andromède, même sans se toucher, elle subit un coup de fouet gravitationnel. Sa propre trajectoire est modifiée, parfois accélérée, parfois ralentie, selon la position et la masse des objets en jeu. Cette dynamique n'a rien de simple. Elle a obligé les chercheurs à créer des simulations sur des superordinateurs pour essayer de prévoir ce qui va se passer à long terme. Cela a permis de constater que la galaxie du triangle ne se contente pas d'être une passagère silencieuse dans le groupe local, mais qu'elle influence concrètement son environnement. Lors de ses passages proches d'Andromède ou même dans la périphérie de la Voie lactée, elle peut déclencher chez les deux autres galaxies des sursauts de formation d'étoiles, elle peut déformer temporairement leurs bras spiraux ou encore redistribuer le gaz à grande échelle. Bref, ce mouvement n'est pas seulement une statistique froide, il a des conséquences très réelles, parfois visibles dans la structure même des galaxies concernées. Pour mesurer d'aussi petites variations de position et de vitesse sur des milliers, voire des millions d'années, les astronomes s'appuient sur une palette d'instruments de plus en plus performants. On utilise les télescopes optiques pour observer la lumière visible issue des étoiles de M33, mais aussi des radiotélescopes pour cartographier le déplacement des nuages de gaz qui composent ces bras. En étudiant la différence de vitesse entre un côté et l'autre de la galaxie, on obtient des indices précieux sur la rotation interne et sur la direction du déplacement global. Toutes ces données sont croisées avec des mesures obtenues en ultraviolet ou en infrarouge, permettant d'affiner le calcul de la vitesse et surtout de prévoir les prochaines grandes étapes du voyage de la galaxie.
Il faut aussi parler du fait que, malgré ce rapprochement, les risques de collision frontale d'étoiles ou de perturbations majeures à court terme sont inexistants. Même si 100 000 km/h est une vitesse faramineuse à notre échelle, cela reste un mouvement doux pour une galaxie. À l'intérieur de M33, comme dans la Voie lactée ou Andromède, les distances entre les étoiles sont gigantesques. Des années-lumière séparent chaque étoile de ses voisines. Alors, quand deux galaxies finissent par se mélanger lors d'un rapprochement intense ou d'une fusion, la probabilité pour que deux étoiles se percutent vraiment est proche de zéro. Ce sont plutôt les nuages de gaz ou les champs gravitationnels qui vont se mélanger, déformer les bras spiraux ou déclencher la formation de nouveaux lots d'étoiles dans les régions les plus impactées. Les chercheurs surveillent depuis déjà plusieurs décennies la trajectoire précise de la galaxie du Triangle. Les données actuelles semblent montrer que M33 suit une sorte d'orbite complexe autour d'Andromède, tout en étant aussi sous l'influence de la Voie lactée. Cela en fait un système à 3 corps, un type de configuration bien connu en mécanique céleste, où il est très compliqué de prévoir avec précision à long terme le comportement de chaque galaxie. Des petits changements de masse, de vitesse ou de position peuvent entraîner, au fil des millions ou des milliards d'années, des modifications spectaculaires de trajectoire. C'est ce qui rend la compréhension du mouvement de M33 passionnante, car tout est en équilibre précaire et évolutif permanent. En étudiant l'histoire du groupe local, certains modèles avancent que M33 a déjà connu d'autres épisodes d'approche rapprochée il y a des centaines de millions d'années. Des traces de ces rencontres passées pourraient exister sous forme de courants d'étoiles ou de structures bizarres dans le disque de la galaxie. Ces rencontres, à distance, suffisent parfois à ensemencer le gaz, à déclencher des flambées de formation de nouvelles étoiles et à modifier durablement l'apparence d'une galaxie. Dans ce contexte, le mouvement de M33 ne doit pas être vu simplement comme une ligne droite, mais comme une succession de passages, de détours et d'interactions avec ses voisines massives. Une autre question devenue centrale dans l'étude du mouvement de la galaxie du Triangle concerne ce qui va arriver lorsqu'elle sera suffisamment proche d'Andromède et par extension de la Voie lactée. Toutes les prévisions indiquent que, à l'échelle de l'avenir du groupe local, un grand mélange est inévitable. Ce sera l'aboutissement de ce mouvement de rapprochement. Après plusieurs passages, peut-être quelques orbites incomplètes, la gravité vaincra toutes les résistances et M33 sera intégré, d'une manière ou d'une autre, au futur ensemble galactique qui fusionnera avec la Voie lactée et Andromède. La compression du gaz et la redistribution des étoiles qui suivront donneront alors naissance à une nouvelle génération d'étoiles et produiront un objet galactique totalement différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Pour finir sur cet aspect du mouvement et du rapprochement, il faut évoquer l'importance de la collecte de données dans notre compréhension de tout ce processus. Chaque nouvelle génération de télescopes, chaque nouvelle mission spatiale permet d'affiner les mesures de distance, de vitesse et d'orientation des galaxies du groupe local. C'est un puzzle immense à reconstituer, car tout dépend de la précision avec laquelle on parvient à déterminer le mouvement propre de M33, mais aussi de l'influence d'Andromède, de la Voie lactée et même des galaxies naines satellites. Plus les données sont fiables, plus il sera possible de remonter le passé évolutif de la galaxie du Triangle, de prévoir son avenir et d'interpréter les phénomènes qui se produisent aujourd'hui dans les bras lumineux de cette spirale dynamique. À mesure que la technologie progresse, des outils comme le télescope spatial Gaïa permettent déjà de mesurer les vitesses propres des étoiles dans la galaxie du Triangle avec une précision extraordinaire. Cela rend possible la création de cartes détaillées du mouvement global de la galaxie, des zones de turbulence gravitationnelle ou même des variations subtiles dans la rotation du disque. Ces informations sont précieuses pour comprendre non seulement la trajectoire de la galaxie, mais aussi les processus internes qui l'animent, l'influence de la matière noire, la répartition du gaz, les cycles de formation et de destruction des étoiles. Il y a enfin un aspect un peu plus technique mais essentiel, qui est l'influence des autres membres moins massifs du groupe local. Les galaxies naines, bien qu'elles soient beaucoup moins imposantes que M33, exercent aussi des micro-influences gravitationnelles qui, cumulées sur plusieurs centaines de millions d'années, peuvent contribuer à modifier les trajectoires au sein du groupe. Dans ces immenses jeux de force, chaque détail compte, et c'est pourquoi la cartographie du groupe local reste un chantier de longue haleine, fait d'approximations qui sont petit à petit corrigées grâce à l'accumulation des observations.
En résumé, suivre le mouvement et le rapprochement de la galaxie du Triangle, c'est suivre une sorte d'aventure cosmique à très grande échelle. Les chiffres comme 100 000 km à l'heure, les distances de plusieurs millions d'années-lumière et la perspective d'interaction majeure avec Andromède et la Voie lactée témoignent du dynamisme perpétuel de notre coin de l'univers. Chaque donnée récoltée, chaque image transmise par les observatoires, chaque calcul de trajectoire vient compléter notre compréhension de ce grand voyage galactique qui se déroule loin au-dessus de nos têtes dans un silence presque absolu. Quand on regarde tout ce ballet galactique avec ses mouvements impressionnants et cette trajectoire unique de la galaxie du Triangle, il devient naturel de vouloir la situer par rapport aux deux grandes voisines du groupe local, la Voie lactée et Andromède. C'est justement la comparaison entre ces trois géantes qui permet de mieux cerner ce qui rend chaque galaxie spéciale. Chacune a sa propre histoire, sa dynamique interne, son aspect et des caractéristiques uniques. Elles forment ensemble un trio colossal, englobant la grande majorité de la masse, des étoiles et du gaz du voisinage cosmique. Quand on parle de la Voie lactée, on pense bien sûr à notre propre galaxie. C'est une spirale massive, avec un diamètre d'environ 100 000 années-lumière et une épaisseur d'à peine 1000 années-lumière. Sa masse totale, y compris la mystérieuse matière noire, est estimée à plusieurs centaines de milliards de fois la masse de notre Soleil. Elle compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Selon les dernières estimations, dont notre étoile, le Soleil, n'est qu'un petit point parmi une foule presque incalculable d'astres. Ce disque de la Voie lactée est traversé par plusieurs bras spiraux et, vers son centre, un renflement appelé bulbe galactique qui contient des étoiles plus vieilles et une densité de matière bien supérieure. La galaxie d'Andromède, ou M31, est notre plus grande et plus proche voisine parmi les galaxies massives du groupe local. Son diamètre atteint environ 220 000 années-lumière, soit plus du double de celui de la Voie lactée. Elle est également un peu plus massive, avec une population d'étoiles estimée entre 500 et 1000 milliards. Comme la Voie lactée, elle possède des bras spiraux bien dessinés et un énorme bulbe central. Les observations montrent que sa couleur légèrement plus bleue et sa répartition d'étoiles jeunes traduisent parfois des épisodes récents de formation stellaire. Elle est visible à l'œil nu par des nuits claires sous forme d'une tache floue dans la constellation d'Andromède. Et puis arrive la galaxie du Triangle, M33. C'est la troisième plus grande du groupe local, mais elle reste bien plus petite que ses deux grandes sœurs. Son diamètre se situe autour de 50 000 à 60 000 années-lumière, donc bien en dessous d'Andromède et même de la Voie lactée. Du côté de la masse, elle avoisine les 50 milliards de masses solaires, soit à peine le quart ou le cinquième de la masse de la Voie lactée, et beaucoup moins que celle d'Andromède. Cependant, ce qui la démarque, c'est la netteté de ses bras spiraux et sa forte activité dans la formation d'étoiles, ce qui en fait presque une exception locale. Quand on observe l'aspect général des trois galaxies, on voit tout de suite des différences de structure et d'organisation. La Voie lactée et Andromède sont toutes deux des spirales barrées. Cela veut dire qu'elles ont une sorte de structure en forme de barre centrale autour de laquelle partent les bras spiraux. Cette barre semble influencer la manière dont le gaz et les étoiles se déplacent à l'intérieur du disque galactique, et elle joue un rôle dans les cycles de formation d'étoiles. La galaxie du Triangle, en revanche, n'a pas vraiment de barre centrale très marquée. Sa spirale est plus ouverte, moins ordonnée, avec des bras qui paraissent plus fragmentés et qui comportent de nombreux amas très brillants et des nuages de gaz géants baignés d'étoiles jeunes. Un point intéressant, c'est la concentration des régions de formation stellaire. La galaxie du Triangle produit proportionnellement bien plus d'étoiles neuves que la Voie lactée et même qu'Andromède. Parfois, elle connaît des sursauts de baby-boom stellaire, surtout dans ses bras extérieurs, là où on retrouve les plus grandes pouponnières d'étoiles comme NGC 604. Cela lui donne une coloration plus bleutée et lui confère une luminosité surprenante pour sa taille. En comparaison, la Voie lactée a une activité modérée. Elle produit en moyenne une étoile chaque année, alors que M33 en forme 10 fois plus sur la même durée. Andromède, elle, se situe entre les deux, avec des cycles d'activité qui peuvent fluctuer, mais qui restent bien en dessous de M33 au jour le jour. Les différences de cadence s'expliquent, certes, par la masse de gaz disponible, mais aussi par la manière dont les collisions passées ou les interactions gravitationnelles ont redistribué la matière. Il y a aussi la question de la dynamique interne. La Voie lactée et Andromède ont toutes deux une forte composante de rotation régulière avec des vitesses d'environ 220 à 250 km par seconde pour leurs disques internes.
Cela donne des bras bien marqués et une répartition stable de la matière. La galaxie du triangle a une configuration un peu différente. Sa vitesse de rotation maximale plafonne à 100 km par seconde, ce qui est notablement plus lent et explique en partie son aspect plus diffus, presque échevelé, comparé à l'efficace organisation de ses deux voisines. Mais malgré ça, ces bras sont tout de même très présents, parcourus de complexes d'étoiles en formation. Quand on regarde au cœur de ces galaxies, ceux qui étudient leur structure centrale voient tout de suite une différence dans la taille et la densité du bulbe. Le bulbe central de la Voie lactée est massif, regorgeant d'étoiles âgées, de poussière et probablement d'un trou noir supermassif de plusieurs millions de masses solaires. Celui d'Andromède est encore plus imposant, abritant également un trou noir géant, observé de façon indirecte par l'influence de son champ gravitationnel sur les étoiles proches. La galaxie du triangle, à l'inverse, se distingue par un centre modeste, sans bulbe massif et sans preuve claire d'un énorme trou noir central. Cette absence interroge les chercheurs car cela suggère une évolution différente, peut-être moins marquée par les collisions de galaxies ou les fusions de grandes masses comme dans le passé violent d'Andromède ou de la Voie lactée. Il y a ensuite la masse globale en jeu. La Voie lactée et Andromède sont chacune associées à un halo de matière noire immense, une substance invisible qui enveloppe toute la galaxie et multiplie sa masse détectable par l'étude des vitesses de rotation. Pour la galaxie du triangle, ce halo existe aussi, mais sa taille et sa masse sont beaucoup plus modestes. Néanmoins, il joue un grand rôle dans la stabilité de la galaxie et dans la façon dont elle interagit gravitationnellement avec Andromède et la Voie lactée. Il faut aussi penser aux satellites de chaque galaxie. La Voie lactée compte une trentaine de galaxies naines connues qui gravitent autour d'elle. Le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan, la galaxie naine d'Orion. Andromède, de son côté, possède sa propre famille de satellites, certains ayant été récemment découverts. La galaxie du triangle, elle, n'a pas de cortège de galaxies naines aussi riche, mais quelques objets plus petits sont attachés à son influence. Ce système de compagnons galactiques joue énormément sur le plan de l'évolution future de chacune. Si on regarde aussi l'état du gaz et de la poussière interstellaire, là encore les différences sont notables. La Voie lactée contient une grande quantité de gaz moléculaire, surtout le long de ses bras, ce qui lui permet de soutenir une formation stellaire régulière. Andromède, malgré sa taille, a une proportion de gaz un peu inférieure, ce qui pourrait expliquer pourquoi sa formation d'étoiles est moins dynamique par rapport à la galaxie du triangle. M33, même plus petite, a gardé de larges réserves de gaz, particulièrement dans ses bras. Cela explique sa capacité à générer tant de nouvelles étoiles et à donner naissance à de nombreux amas très jeunes. Quand on parle de la possibilité d'observer ces galaxies, la galaxie du triangle a un avantage inattendu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire vu sa petitesse, sa luminosité surfacique lui permet parfois d'être repérée à l'œil nu, alors que la Voie lactée est notre propre galaxie et donc n'apparaît que comme une bande lumineuse, et Andromède, quant à elle, paraît juste comme une faible tache floue. Pourtant, sur les photographies à longue pause, la richesse des bras, la structure interne et les nuages lumineux de M33 se révèlent mieux que pour d'autres galaxies plus lointaines. Concernant les interactions passées et futures, chaque galaxie vit une histoire singulière. Les astronomes pensent que la Voie lactée a déjà absorbé de nombreuses galaxies naines au fil des milliards d'années, comme en témoignent des courants d'étoiles et des structures étranges proches de son disque. Andromède, elle aussi, porte les traces de fusion passées. On observe des couronnes stellaires, des courants marquant l'ancienne présence de galaxies avalées. Pour la galaxie du triangle, il y a moins de preuves de fusion majeure similaire. Elle semble avoir évolué plus calmement, même si des indices montrent quelques interactions, peut-être même de brèves influences directes avec Andromède il y a plusieurs centaines de millions d'années. En matière de positionnement dans le groupe local, la Voie lactée et Andromède dominent largement la structure générale. La galaxie du triangle joue souvent le rôle d'une troisième force, parfois capturée temporairement par le champ gravitationnel d'Andromède, parfois plus influencée par celui de la Voie lactée. Ce jeu subtil d'attraction façonne l'évolution de la région, crée des mouvements de va-et-vient et, à terme, pourrait même déterminer le scénario de fusion galactique qu'on anticipe sur plusieurs milliards d'années. Regardez aussi la répartition des populations stellaires, c'est voir la différence de rythme d'évolution à l'intérieur de chacune.
La Voie lactée contient beaucoup d'étoiles âgées dans son bulbe et son halo, mais aussi toute une génération d'étoiles jeunes dans ses bras. Andromède a une structure similaire, mais avec des cycles de nouvelles étoiles plus discrets, peut-être entravés par un passé de perturbations gravitationnelles. La galaxie du Triangle reste un exemple de galaxie à population stellaire jeune, très marquée, avec une proportion élevée de géantes très chaudes, bleues, signature visible de primo-étoiles récemment formées. Si on compare la quantité de matière noire, la Voie lactée et Andromède en sont entourés à grande échelle, ce qui stabilise leur disque et permet la création de vastes amas d'étoiles. Pour la galaxie du Triangle, ce halo existe mais reste moins massif, ce qui fait que la dynamique de son disque est plus sensible aux influences externes, surtout dans une zone aussi dense d'interactions gravitationnelles. Cette différence dans le réservoir de matière noire impacte aussi la possibilité et la vitesse des futures fusions entre galaxies du groupe local. En résumé, toutes ces caractéristiques montrent bien que chaque galaxie du trio principal du groupe local possède sa propre personnalité. La Voie lactée, massive, équilibrée entre étoiles vieilles et jeunes, bardée de satellites. Andromède, la géante, issue d'une histoire de fusion, étendue et aujourd'hui un peu plus paisible. La galaxie du Triangle, plus compacte, mais lumineuse et hyperactive du point de vue de la formation stellaire. C'est justement la complémentarité de leurs histoires, de leur masse, de leur rythme et de leur structure qui permet de comprendre le dynamisme général de notre coin d'univers. Chaque différence enrichit un peu plus les modèles d'évolution galactique et donne des pistes supplémentaires sur le futur de notre ciel et celui des milliards d'étoiles qui peuplent ces mondes lointains. Toutes ces différences de personnalité entre les grandes galaxies de notre groupe local, leur masse, leur structure, le rythme des étoiles qui y naissent, tout cela prépare justement le terrain à un événement cosmique dont les astronomes parlent depuis des décennies. La collision et la fusion qui attendent la Voie lactée, Andromède et la galaxie du Triangle dans un futur lointain. On n'imagine pas facilement ce que cela veut dire quand on parle de milliards d'années, mais du point de vue astronomique, cette grande rencontre est presque déjà écrite. Les calculs s'affinent d'année en année, basés sur l'observation des mouvements précis de ces galaxies et sur la modélisation de leur évolution. On sait aujourd'hui que la Voie lactée et Andromède sont en train de s'approcher lentement et que la galaxie du Triangle, avec sa propre trajectoire bien à elle, finira-t-elle aussi par être prise dans la danse. La chronologie de cette fusion s'étale sur plusieurs milliards d'années. Les dernières modélisations réalisées à partir des mesures du satellite Gaïa et des grands relevés d'observation indiquent qu'Andromède et la Voie lactée se percuteront dans environ 4 milliards d'années, à une époque où le Soleil aura bien vieilli. La galaxie du Triangle, elle, suivra une trajectoire légèrement différente. Elle pourrait passer très près d'Andromède au tout début de cette période, ou même subir une série de rapprochements et de petits rebonds gravitationnels avant d'être happée par le choc final. Certains modèles montrent même qu'il y a une chance pour que le triangle se retrouve éjecté après la première grande collision, mais qu'il reviendra immanquablement vers la nouvelle supergalaxie formée par la fusion des deux géantes. Ce qui rend cette rencontre fascinante, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple choc frontal, comme deux voitures qui se percutent. Les galaxies sont composées principalement de vide. Chaque étoile, chaque système solaire y flotte à des distances gigantesques de ses voisines. La véritable interaction se joue à plus grande échelle dans la manière dont la gravité des trois monstres va complètement réorganiser la distribution des étoiles, du gaz et de la fameuse matière noire qui enveloppe chaque galaxie. Les simulations informatiques montrent que, lors des premières passes rapprochées, les disques se déformeront, les bras spiraux s'étireront, puis finiront par se mélanger dans un chaos apparent. Les nuages de gaz interstellaires y seront comprimés, déclenchant un regain massif de naissance d'étoiles sur tout le nouveau disque fusionné. Pour donner une idée de la complexité du phénomène, imaginez que la première rencontre entre la Voie lactée et Andromède ne suffira pas à faire disparaître totalement la structure initiale des deux galaxies. Il y aura des allers-retours. Après le premier impact, elles s'éloigneront légèrement sous l'effet de leur élan, puis se rapprocheront à nouveau plusieurs fois, jusqu'à perdre assez d'énergie pour finalement ne plus faire qu'un. Ce processus va durer des centaines de millions d'années, voire 1 ou 2 milliards d'années du début à la fin. À ce moment-là, le gaz interstellaire aura été brassé, comprimé, arraché par endroits, jeté dans l'espace intergalactique ou rassemblé au cœur du nouvel assemblage. La galaxie du Triangle, de son côté, pourrait bien être déviée vers l'extérieur lors de la première grande fusion, mais tous les scénarios sérieusement étudiés montrent qu'elle reviendra, entraînée par la gravité, et qu'elle finira par être avalée et mélangée
apportant son lot de jeunes étoiles, d'amas stellaires et de gaz. Sa participation n'est pas anecdotique. Elle est certes plus petite, mais la quantité de matière qu'elle injectera dans la nouvelle supergalaxie sera suffisante pour provoquer de nouveaux épisodes de formation stellaire sur d'immenses régions. L'impact de cette fusion ne se limite pas à la redistribution du gaz et des étoiles. Les chercheurs s'intéressent aussi à l'évolution des trous noirs supermassifs qui dorment au centre de la Voie lactée et d'Andromède. Ces deux objets, pesant chacun plusieurs millions de fois la masse du Soleil, finiront aussi par fusionner, si tout se passe comme prévu, sous l'effet combiné de la gravité et du tourbillon de matière dégagé lors de la réunion des centres galactiques. On pense que le triangle n'a pas un trou noir central aussi massif, mais il pourrait bien voir sa propre structure interne complètement perturbée par l'accumulation des influences gravitationnelles. Les changements seront visibles à toutes les échelles. La forme de la nouvelle galaxie sera méconnaissable. Les simulations récemment menées sur superordinateurs prédisent une transformation radicale de la structure globale. Fini les spirales bien dessinées. Le produit final, souvent surnommé Milkomeda ou Lactomeda par la communauté scientifique, prendra la forme d'une immense galaxie elliptique. Au lieu des bras enroulés qu'on connaît dans la Voie lactée et Andromède, on verra un halo d'étoiles sphériques, composé d'étoiles d'origine diverses, mêlées sans qu'on puisse vraiment deviner les limites de chaque galaxie d'origine. Un des aspects les plus impressionnants, c'est le déferlement de nouvelles naissances d'étoiles qu'entraînera la fusion du gaz. Quand les nuages moléculaires entreront en collision ou seront comprimés par les ondes de choc gravitationnel, cela provoquera une vague de formation d'étoiles bien plus intense que tout ce qu'on a connu auparavant dans la Voie lactée. Les astronomes parlent de starburst, c'est-à-dire une explosion de création stellaire sur quelques centaines de millions d'années. À cette époque, le ciel nocturne vu d'une planète située dans l'un des bras survivants sera illuminé par la lumière bleue et flamboyante de milliers de jeunes étoiles massives, bien plus nombreuses que dans notre ciel actuel. Les simulations montrent aussi que certains amas globulaires, ces groupes d'étoiles anciennes, compacts et très stables, présents dans le halo de chaque grande galaxie, survivront en partie à la fusion et continueront de graviter autour du centre de la nouvelle supergalaxie. D'autres seront déchirés ou dispersés, contribuant au brouillard d'étoiles qui flottera à la périphérie du nouvel ensemble. Les courants d'étoiles créés lors de l'arrachement mutuel des pièces des disques serviront de traces sur des centaines de milliers d'années, jusqu'à leur dilution complète. Une question souvent posée concerne le sort des systèmes stellaires comme le nôtre. Que deviendra le Soleil et son cortège de planètes pendant et après la collision ? Les astronomes sont quasi unanimes, vu les distances qui séparent chaque étoile. Il n'y aura au fond aucune collision directe d'astres. Notre Soleil, s'il existe encore à ce moment-là, car il sera très âgé, pourrait voir son orbite modifiée. Il pourrait être projeté plus loin du centre galactique ou être entraîné vers les régions périphériques de la galaxie géante. Rien n'indique cependant de risque d'impact avec une autre étoile, du moins pas plus que la probabilité standard dans l'histoire galactique. D'autres conséquences peuvent être anticipées. L'augmentation de la densité d'étoiles et la multiplication des supernovas pourraient modifier les environnements autour de nombreux systèmes planétaires. Les chercheurs tentent d'évaluer si ces événements pourraient influencer des conditions favorables à la vie en affectant l'environnement galactique d'une façon ou d'une autre. La fusion créera une double puis une triple onde de choc dans la répartition de la matière noire, ce qui influencera aussi la dynamique interne et la stabilité du nouvel ensemble galactique. La durée de la fusion sera marquée par des étapes spectaculaires mais lentes à l'échelle humaine. D'abord, on verra des bras spiraux s'étirer, se déchirer, échanger des flux de gaz en geysers étincelants. Ensuite, le cœur de la nouvelle galaxie, formé par la réunion des 2 ou 3 centres, grossira pour devenir le noyau d'une géante elliptique. Progressivement, les étoiles finiront leur danse, et la nouvelle distribution de matière se stabilisera sur des centaines de millions d'années supplémentaires. Ce type de fusion n'est pas rare dans l'univers. On observe d'autres galaxies en plein processus de réunion à différents stades. Celles qui sont très lointaines nous montrent le passé, car leur lumière a mis des milliards d'années à nous parvenir. Mais c'est la première fois que l'on pourra suivre en détail tous les signaux d'un événement de cette ampleur si près de chez nous. Les chercheurs utilisent toutes les données des mouvements actuels, de la vitesse de rapprochement des galaxies, de leur composition et de la dynamique du groupe local pour ajuster les modèles informatiques de ce grand choc futur. Chaque nouvelle découverte, chaque élément ajouté à la carte du groupe local
affine la prévision. On anticipe aussi les conséquences pour les galaxies satellites. Certaines pourraient être absorbées dans la fusion générale, d'autres être éjectées en solo vers l'espace intergalactique. Un point essentiel est la matière noire. À mesure que les galaxies se rapprochent, leurs halos de matière noire s'entremêlent longtemps avant que les étoiles ou le gaz ne fusionnent réellement. La matière noire joue le rôle de couturier invisible de la fusion. C'est elle qui détermine la stabilité de la nouvelle galaxie, qui amortit les variations abruptes de la répartition du gaz et qui influe sur la durée du processus lui-même. Ce gigantesque brassage de matière noire pourrait entraîner la capture ou l'élimination de petits halos, changer la façon dont l'ensemble attire ou rejette d'autres petites galaxies naines du groupe local. Du côté de la galaxie du Triangle, la façon dont elle va participer à la fusion dépend beaucoup de son comportement dans les quelques milliards d'années à venir. Si elle reste assez proche, elle sera absorbée avec la nouvelle galaxie issue de la Voie lactée et d'Andromède. Si, au contraire, elle reçoit un élan gravitationnel lors des premiers chocs, elle pourrait se retrouver temporairement projetée vers la périphérie du groupe local, avant d'être, à nouveau, capturée par la grande masse centrale. Ce scénario est surveillé de près, car il conditionne la quantité de matière et le type de gaz qui viendront enrichir la future supergalaxie. Au final, quand tout sera terminé, la structure du ciel aura changé de façon radicale. Les étoiles qui étaient spatialisées dans 3 disques séparés se retrouveront abruptement dispersées dans un ensemble aux orbites nouvelles. Le gaz, autrefois confiné dans les bras spiraux, formera d'immenses réservoirs, souvent au centre mais aussi dans des anneaux. On s'attend à ce que les couleurs du ciel nocturne changent avec la multiplication des jeunes étoiles et la dissémination des nébuleuses issues des restes de bras spiraux arrachés. Les vieilles étoiles, éjectées vers la halo extérieure, continueront à briller faiblement dans un fond galactique plus riche et plus lumineux. Ces fusions cosmiques remodèlent aussi la distribution des éléments lourds dans la galaxie. Les supernovas issus des nouvelles générations d'étoiles injecteront de grandes quantités de ces éléments dans le gaz interstellaire, ouvrant la porte à la création de nouvelles planètes rocheuses et de futurs systèmes solaires. C'est une autre façon dont la fusion profite indirectement aux générations stellaires futures, même si, à l'échelle humaine, tout ce processus est invisible, trop lent pour être constaté pendant une seule vie. Aujourd'hui, toute cette histoire de collision semble évidemment lointaine. Rien n'indique que notre système solaire, ou même la vie sur Terre, sera menacée à court ou moyen terme par ce genre d'événements. Mais l'observation de ce scénario probable, confirmé par d'autres exemples à travers le cosmos, donne aux chercheurs l'opportunité unique de voir comment se fabriquent les grandes structures de l'univers. Ce sont ces fusions qui, au fil du temps, expliquent la diversité des grandes galaxies elliptiques observées dans les amas. Notre propre groupe local deviendra l'un de ces géants, offrant un nouveau paysage cosmique à ses habitants. Tout cela démontre à quel point l'analyse de la trajectoire, de la dynamique interne et du comportement gravitationnel des galaxies est essentielle. Sans comprendre ces détails, il serait impossible de prédire le sort de la Voie lactée, d'Andromède et de la galaxie du Triangle. À chaque passage d'une sonde, à chaque observation, à chaque nouveau calcul de vitesse, le scénario de la fusion galactique s'affine et se précise. Il n'y a pas de suspense hollywoodien dans cette histoire, simplement une immense mécanique, patiente et implacable, qui finira par mener toutes les grandes familles d'étoiles du groupe local à fusionner dans un seul et même foyer stellaire dont la brillance dépassera tout ce qui se trouve aujourd'hui dans notre coin de l'univers. Tout ce scénario de fusion entre la Voie lactée, Andromède et la galaxie du Triangle, avec ses mouvements titanesques et ses brassages de matière sur des milliards d'années, amène logiquement à se demander « mais qu'est-ce que ça va vraiment changer pour la Terre, pour notre système solaire et, d'un point de vue très direct, pour la vie qui s'est installée ici ?» Ce genre de questions, tous ceux qui s'intéressent à l'astronomie l'entendent souvent. Pourtant, quand on entre dans les détails, on s'aperçoit que les conséquences concrètes sur notre planète et sur le système solaire sont bien plus subtiles et parfois moins dramatiques qu'on ne pourrait l'imaginer. Pour commencer, il faut bien avoir en tête le contexte. L'échelle de temps de l'événement dépasse tout ce que l'on connaît. Tout ce scénario de collision s'étale sur environ 4 à 5 milliards d'années. Pour remettre ça en perspective, la Terre elle-même a environ 4 milliards et demi d'années d'existence. Et le Soleil, lui, ne vivra probablement pas bien au-delà de 5 à 6 milliards d'années avant de devenir une géante rouge puis une naine blanche.
Donc, au moment où la grande fusion galactique commencera réellement à modifier le paysage stellaire autour de nous, notre étoile sera déjà de toute façon à une étape très avancée de son existence, et probablement en pleine phase de transformation. Mais ce n'est pas tout. À la différence de ce que l'on pourrait craindre, ce n'est pas parce que la Voie lactée va rencontrer de front Andromède puis la galaxie du Triangle que des étoiles vont se heurter ou que le système solaire va être détruit. L'espace qui sépare chaque étoile est immense. Même lors de la fusion, les distances restent telles que la probabilité d'une collision directe entre deux étoiles ou entre une étoile et un nuage géant est pratiquement nulle. Les étoiles passent les unes à côté des autres, la plupart sans même le sentir à cause de cet incroyable vide. Les calculs faits par les astrophysiciens démontrent que si on prend des populations de plusieurs centaines de milliards d'étoiles, le nombre de rencontres rapprochées, pas forcément des collisions, juste des passages très proches, reste minuscule. Autrement dit, le système solaire, notre Soleil et ses planètes évolueront dans ce nouveau contexte galactique sans choc direct à craindre. Ce qui va changer, en revanche, c'est la place du système solaire à l'intérieur de cette toute nouvelle supergalaxie. Les simulations et les modèles montrent que lors de la fusion, durant le brassage des orbites, la plupart des étoiles n'auront plus la même position par rapport au centre galactique. Notre Soleil pourrait se retrouver propulsé loin des régions centrales. Aujourd'hui, la Terre se promène à environ 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Après la collision, certains modèles indiquent que le système solaire, s'il existe encore tel quel, pourrait migrer vers des zones beaucoup plus éloignées du centre, parfois jusqu'à 100 000 années-lumière, c'est-à-dire dans la périphérie de la nouvelle supergalaxie. Il existe même des scénarios extrêmes où le système solaire serait éjecté du disque galactique pour errer dans l'espace intergalactique. Cela ne veut pas dire que tout disparaîtrait, mais simplement que le Soleil et ses planètes n'auraient plus d'environnement galactique classique autour d'eux, juste le noir profond du cosmos, avec très peu d'autres étoiles visibles proches. Ce déplacement éventuel du système solaire dépend de nombreux facteurs. Le moment précis de la fusion, la position initiale du Soleil dans le disque, la façon dont la matière noire et le gaz interstellaire redistribuent la gravité, ou encore la présence d'autres étoiles massives dans le voisinage immédiat au moment du choc, tout cela peut influencer la trajectoire finale du Soleil. Si celui-ci se retrouve dans une zone de la galaxie où les perturbations gravitationnelles sont plus intenses, il pourrait être catapulté loin du centre lors d'un passage rapproché avec une autre étoile ou un amas stellaire. Mais, même dans ce cas, cela n'entraînerait pas de destruction ni d'événements catastrophiques pour la Terre ou les planètes qui l'entourent. Au-delà de la question de la position du système solaire, ce qui pourrait vraiment influencer notre planète, ce sont les conséquences indirectes du brassage de gaz et des poussées de formation d'étoiles. Quand les galaxies fusionnent, leur gaz interstellaire est comprimé, ce qui peut, sur la durée, multiplier la naissance de nouvelles étoiles très massives. Or, ces étoiles-là vivent vite, brillent fort et finissent souvent leur vie en supernova, c'est-à-dire en une explosion immense qui diffuse dans l'espace des ondes de choc, des rayonnements ionisants et d'énormes quantités d'éléments lourds. Si la fréquence de ces supernovas augmente dans la zone où se situe le Soleil, l'environnement pourrait devenir plus hostile en termes de rayonnement cosmique. Sur la Terre, la vie est protégée des radiations cosmiques et des rayonnements durs grâce à l'atmosphère et à la magnétosphère. Mais une explosion de supernova suffisamment proche, disons à quelques dizaines d'années-lumière, pourrait potentiellement endommager la couche d'ozone, augmenter la quantité de particules énergétiques qui atteignent le sol et créer, au moins temporairement, un stress biologique important sur la biosphère planétaire. Cela reste très improbable pour chaque endroit précis, car même dans les périodes de grande activité stellaire après une fusion, l'espace reste immense et la densité d'étoiles massives n'atteindra jamais le niveau d'une soupe stellaire. Il existe également des modèles qui examinent la façon dont les ondes de choc propagées par ces fusions pourraient traverser le disque de la galaxie, influençant par là même l'orbite de certains systèmes stellaires, produisant des variations sur plusieurs millions d'années dans les principales routes suivies par les étoiles. Mais, dans tous les scénarios, les changements sont très lents, des dizaines de millions d'années, pour qu'une modification sensible soit observée. Une autre conséquence à ne pas négliger concerne la poussière et les gaz interstellaires. Durant la fusion, d'immenses courants et nuages de poussière sont brassés et chassés un peu partout à l'intérieur de la nouvelle supergalaxie.
Selon l'endroit où se trouve la Terre, le ciel nocturne pourrait changer radicalement d'apparence. Si on est plongé dans une zone plus dense, en poussière ou en nébuleuse, le ciel pourrait sembler voilé, chargé de lueurs diffuses. Si on est projeté dans un secteur particulièrement vide, le ciel serait bien plus sombre, sans presque aucun nuage visible à l'œil nu. Ce sont des effets visuels, certes, mais cela transforme aussi la quantité de lumière ambiante qui atteint la Terre en provenance de la galaxie, et donc, de façon marginale, le climat nocturne et la qualité des observations astronomiques. Il faut savoir que partout dans la galaxie, les planètes tournent autour de leurs étoiles locales, quels que soient les événements galactiques à grande échelle. Le Soleil conserve ses planètes tant que rien ne vient perturber leur orbite à l'intérieur du système solaire. Statistiquement, ces perturbations externes sont extrêmement rares pendant la fusion des galaxies, car elles supposent une rencontre très rapprochée entre deux étoiles, ce qui, comme expliqué, est vraiment improbable. Ce sont donc surtout les effets à longue portée, comme la migration du système solaire ou l'exposition à des environnements nouveaux, qui pourraient colorer le destin du Soleil et de la Terre après l'événement. D'un point de vue de l'évolution à long terme, la plus grosse surprise pourrait venir du fait que, si le Soleil était éjecté en dehors du disque galactique à la suite de la fusion, le système solaire se retrouverait isolé dans l'espace intergalactique. Dans un tel contexte, il deviendrait pratiquement impossible pour l'humanité ou pour des observateurs lointains de détecter facilement la présence d'autres étoiles proches dans le ciel nocturne. L'expansion du ciel et le noir profond domineraient la voûte céleste à la place du ruban étoilé que l'on observe aujourd'hui dans la Voie lactée. Cela signifierait la fin du spectacle galactique tel qu'on le connaît, mais, mis à part le côté esthétique, la vie sur Terre continuerait à suivre son cours d'un point de vue astronomique. En ce qui concerne la question des impacts sur le système solaire interne, les orbites des planètes, la présence des nuages de comètes, l'arrivée éventuelle de nouvelles météorites, là aussi, rien n'indique un changement significatif directement attribuable à la fusion galactique en elle-même. Les forces de marée provoquées par le rapprochement de grandes masses pourraient, dans de rares cas, modifier la structure du nuage d'Oort ou perturber de lointains objets, mais le cœur du système solaire, la Terre, Mars, Jupiter, resterait stable. En revanche, ce brassage pourrait enrichir les régions extérieures en poussière, ce qui augmenterait la quantité de matériaux tombant à long terme sur les planètes les plus externes du système solaire. Si l'on prend en compte toute la durée du processus de fusion, il faut aussi rappeler que la vie sur Terre, telle qu'on la connaît, suivra son propre calendrier d'évolution, probablement conditionné par des facteurs bien plus proches, l'évolution du Soleil, des changements climatiques, des événements volcaniques ou des impacts d'astéroïdes. Le vrai bouleversement d'origine galactique serait surtout visible dans le ciel nocturne, dans la distribution des étoiles, mais aussi dans la couleur diffuse de la lumière venue du disque galactique remodelé. Pour ceux qui aiment regarder les étoiles, après la fusion, les constellations telles qu'on les connaît n'auraient en plus aucun sens. Les positions relatives des étoiles seraient confondues. Les figures familières, Orion, la Grande Ourse, Cassiopée, complètement déformées par le mouvement chaotique des astres dans la nouvelle galaxie. En contrepartie, de nouveaux spectacles pourraient apparaître, avec la multiplication de nébuleuses géantes, de traces lumineuses, de vagues d'étoiles neuves éclairant la nuit d'une façon jamais vue dans l'histoire humaine. Certains astronomes imaginent même des rubans de lumière ou des arcs stellaires qui parcourraient le ciel d'un horizon à l'autre, visibles à l'œil nu au moins durant les premières centaines de millions d'années suivant la fusion. Ce genre de spectacle, aussi impressionnant soit-il, ne représenterait aucun danger pour la planète elle-même. C'est tout le paradoxe de cet événement. Il est radical sur le plan cosmique, mais il reste paisible et quasiment invisible pour les habitants d'une planète typique, si ce n'est une modification du fond étoilé nocturne. Seuls quelques phénomènes très rares, comme le passage très proche d'une supernova, pourraient apporter une perturbation d'envergure locale, mais ce risque vaut pour toutes les périodes de l'histoire galactique, pas seulement lors d'une grande fusion. Enfin, il est intéressant de noter que la migration du système solaire vers les bordures de la galaxie lors de la fusion aurait, à la longue, une conséquence sur la perception du rayonnement cosmique de fond. Loin du centre dense de la galaxie, le Soleil serait moins exposé à la densité de gaz, de poussière et d'étoiles. Cela impliquerait peut-être un flux de rayonnement cosmique légèrement accru, mais aussi une tranquillité relative du côté des interactions avec d'autres étoiles. En résumé, pour la Terre, le vrai changement serait d'abord un changement d'adresse et de perspective, plus qu'un bouleversement de fond. L'essentiel de la vie sur Terre serait donc influencé principalement par l'évolution du Soleil, déjà programmée pour de grands bouleversements dans moins de 5 milliards d'années, davantage que par la fusion du groupe local en elle-même. Les astronomes, pour leur part,
continue d'observer le ciel avec toutes ces questions en tête, affûtant les modèles, étudiant toutes les conséquences possibles, mais gardant toujours à l'esprit que la galaxie, dans toute sa dynamique, reste avant tout un vaste décor, un environnement d'arrière-plan qui change bien plus lentement que l'histoire humaine, mais qui façonne silencieusement le futur du système solaire et des mondes qui y tournent. Du point de vue du quotidien terrestre, la fusion des galaxies peut sembler sans conséquences directes, mais elle va complètement bouleverser l'apparence du ciel nocturne. Imagine un instant la nuit après que la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle auront terminé leur longue collision cosmique. Ce qu'on verra alors dans le ciel n'aura plus rien à voir avec les paysages astronomiques qui nous sont familiers aujourd'hui. Les constellations qu'on connaît, comme Orion ou la Grande Ourse, auront changé de forme ou même disparu au profit de structures inédites, issues du mélange de plusieurs milliards d'étoiles appartenant à 3 grandes galaxies. Ce nouveau ciel sera tout simplement méconnaissable. À la place du discret ruban de la Voie lactée qui coupe aujourd'hui la nuit en deux, on pourrait voir une zone lumineuse bien plus épaisse, brillante, complexe. Au minimum, il faut s'attendre à ce que le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu augmente de façon spectaculaire. La densité d'étoiles nouvelle génération sera bien plus élevée dans certaines zones, puisqu'une grande quantité se trouvera concentrée dans le même panorama stellaire. Les étoiles issues du mélange des anciens disques spiraux, associées à celles formées après la fusion dans les nouvelles régions de gaz comprimés, illumineront la voûte céleste d'un éclat inédit. Un changement notable sera l'apparition d'immenses arcs ou de traînées lumineuses, restes des bras spiraux arrachés puis mélangés lors des phases de collision. Une partie de ces structures gardera une forme en boucle ou en filament, même dans la galaxie fusionnée. Les photographies du ciel nocturne, faites à l'avenir, montreraient des structures diffuses allongées, certaines colorées en bleu par la lumière des jeunes étoiles, d'autres affichant des teintes rouges ou roses selon la poussière ou la composition du gaz interstellaire. Il faut savoir que ces bandes lumineuses pourraient être visibles à l'œil nu, surtout dans les régions où la pollution lumineuse reste faible, donnant à la nuit une ambiance inédite, presque irréelle. Il est aussi prévu que la couleur générale du ciel nocturne évolue. Aujourd'hui, la plupart des étoiles visibles apparaissent blanches ou légèrement jaunes. Après la fusion, le nombre de jeunes étoiles très chaudes et très massives va augmenter, particulièrement au centre de la supergalaxie et dans les zones où le gaz aura été comprimé. De nombreux amas étoilés brillants, composés d'étoiles bleues, donneront localement une teinte légèrement bleuâtre au ciel. Par ailleurs, la lumière diffuse de certaines nébuleuses, très riches en hydrogène ionisé, pourrait introduire des reflets roses ou rougeâtres à l'ensemble. Ce changement de palette serait progressif. Sur des dizaines de millions d'années, la couleur dominante du ciel évoluerait au gré de la naissance et de la mort des étoiles les plus massives. En plus du spectacle visuel, la nuit post-fusion sera marquée par la profusion d'amas globulaires et ouverts. Ces groupes d'étoiles compactes pourraient être beaucoup plus nombreux et mieux distribués dans le ciel. Certains anciens amas issus de la Voie lactée, d'Andromède ou du Triangle survivront, mais d'autres apparaîtront suite aux conditions extrêmes de formation stellaire créées par la compression du gaz. Certains soirs, on pourrait repérer une dizaine, voire une vingtaine de ces objets spectaculaires rien qu'à l'œil nu, alors qu'aujourd'hui il faut souvent des jumelles ou un télescope. C'est dans ces amas que naîtront les étoiles les plus éclatantes et les phénomènes célestes les plus fascinants à observer, comme des jonques d'étoiles traversant le ciel de part en part. Le fond d'étoiles lui-même changera radicalement. Avec l'ancien disque spiral mélangé à plusieurs disques venus d'autres galaxies, on assistera à la dispersion de nombreuses étoiles sur des orbites variées. Par endroits, le ciel pourrait sembler plus vide. Dans d'autres, il ressemblera à une tapisserie serrée d'étoiles toutes proches, presque comme un nuage compact s'étalant d'un horizon à l'autre. Le centre de la nouvelle galaxie permettra d'observer, sur des nuits particulièrement claires, un halo très brillant, une sorte de bulle centrale extrêmement lumineuse, reste du noyau commun issu de la fusion des 3 galaxies parentes. Sous certains angles, cette zone ressemblera peut-être à une faible traînée dans le ciel, comparable à ce qu'on observe dans les grandes galaxies elliptiques à travers les télescopes actuels. Les phénomènes transitoires seront aussi plus nombreux qu'aujourd'hui. Après une fusion galactique massive, la densité de jeunes étoiles augmente vite et les cycles d'explosion de supernovas se multiplient. Ces événements, bien que très brefs, égayeront le ciel d'éclairs éphémères, parfois visibles à l'œil nu.
Ils laisseront derrière eux des vestiges encore plus lumineux, des nébuleuses planétaires élargies, des restes d'explosions traversées de filaments multicolores, ajoutant encore au décor toutes sortes de détails jamais vus auparavant. Pour les observateurs avertis, chaque décennie pourrait amener son spectacle de nébuleuses nouvelles ou d'amas en train de se former, ce qui donnerait au ciel l'allure d'un terrain en perpétuelle mutation. Il y aura également des régions du ciel où l'on apercevra de véritables ponts de matière, créés lors de la fusion par l'arrachement de filaments de gaz et d'étoiles. Ces ponts, traînées étroites d'étoiles et de gaz lumineux, resteront visibles jusqu'à ce que la dynamique gravitationnelle ait fini de les disperser. Si l'observateur terrestre se trouve dans une zone où l'un de ces ponts persiste, il le verra s'étendre lentement, nuit après nuit, sur plusieurs générations. En fonction de la pollution lumineuse locale, cela pourra devenir la nouvelle signature du ciel, aussi familière à l'avenir que la bande de la Voie lactée l'est aujourd'hui. La forme même de la supergalaxie changera la vue depuis la Terre. Là où auparavant la Voie lactée dessinait, selon la saison, un arc blanchâtre souvent centré au sud ou à l'est, la fusion produira un halo galactique très large. Celui-ci, dans les premières centaines de millions d'années, aura une structure irrégulière, chargée de traînées, de bulles, de poches d'étoiles récemment fusionnées. Puis, à plus longue échéance, une distribution plus sphérique, typique des galaxies elliptiques, s'installera. Le résultat sera un ciel où les points lumineux ne suivront plus une seule bande, mais formeront un dôme cosmique, plus dense vers le centre, plus dispersé vers les bords. Les superamas et les bulles de gaz émis lors de la fusion galactique pourront aussi former des lueurs diffuses colorées dans certaines parties du ciel. Selon leur composition et la densité de l'endroit, ces nébuleuses pourraient donner des halos bleuâtres, des reflets rouges ou verts et couvrir une portion importante du panorama céleste. Parfois, la lumière rendue par ces nuages sera assez intense pour que le ciel nocturne n'atteigne jamais tout à fait le noir profond que l'on connaît aujourd'hui. Les nuits de pleine fusion, la vraie nuit noire, risquent de disparaître localement dans les régions les plus actives. L'évolution ne se fera pas d'un coup, mais sur plusieurs centaines de millions d'années. Rien n'arrivera dans la nuit d'une seule génération. Il s'agira d'une transformation lente, visible à travers les archives astronomiques et la comparaison de photographies à plusieurs générations d'écart. Au fil des siècles, les humains verront apparaître de nouvelles taches, des courbes, des brumes, des alignements inconnus. Les enfants qui apprendront à reconnaître les étoiles devront s'habituer à la mouvance des repères. Une constellation dessinée dans l'enfance pourrait se déformer, disparaître ou être remplacée par une toute nouvelle forme issue de l'évolution du mélange galactique. Cette diversité nouvelle du ciel pourra aussi avoir un impact sur la culture humaine. Les mythes, les légendes, la poésie et même les noms des étoiles seront sûrement bouleversés par l'apparition de nouvelles figures et de nouvelles réalités célestes. L'orientation des voyageurs, l'astronomie amateur, la navigation à l'ancienne devront s'adapter à cet univers étoilé méconnaissable. Le spectacle céleste, beaucoup plus dense et lumineux qu'aujourd'hui, changera sans doute la relation à la nuit dans de nombreuses sociétés, devenant peut-être une attraction comme jamais. Plus de planétariums artificiels, la vraie voûte céleste suffira à émerveiller, même sans lunettes. Pour le domaine scientifique, ce bouleversement permettra de suivre en direct l'évolution d'une supergalaxie récemment formée à partir de 3 grandes spirales. Les mesures astrophysiques, photométriques, l'analyse de la lumière des étoiles et des nuages de gaz deviendront beaucoup plus riches et diversifiées. Le ciel nocturne deviendra un laboratoire géant. Il sera possible d'étudier des étoiles de tous âges, des structures qui naissent et disparaissent, et d'observer la dynamique des populations stellaires sur de courtes périodes astronomiques. Les astronomes professionnels et amateurs disposeront d'un terrain d'observation sans précédent. Ils pourront suivre des phénomènes rares, comme l'évolution chaotique des courants d'étoiles, la coalescence de nouveaux amas, la dispersion progressive des bras spiraux résiduels. Les calculs d'orbite, les simulations numériques s'accorderont de plus en plus avec la réalité observable à l'œil nu. On aura enfin devant soi ce que les ordinateurs modélisent depuis des décennies. En ce qui concerne la lumière, la pollution lumineuse naturelle pourrait augmenter. La densité d'étoiles et de nuages fera que la nuit deviendra plus lumineuse, avec des conséquences possibles sur la perception humaine de l'alternance jour-nuit et même, à la marge, sur le comportement de certaines espèces sensibles à la lumière. La faune nocturne, l'orientation des insectes ou des oiseaux migrateurs pourrait être affectée par ces nouveaux repères et il faudra observer comment la nature s'adapte à ces nuits étoilées d'un nouveau genre.
Pour terminer, il ne faut pas croire que tout le ciel sera identique d'un endroit à l'autre. Selon la position de la Terre dans la supergalaxie, certaines régions afficheront une densité d'étoiles bien supérieure à la moyenne, tandis que d'autres paraîtront étrangement calmes, dominées par le noir interstellaire. Le spectacle dépendra aussi de la répartition du gaz et de la poussière, de l'orientation locale des bras restants ou des arcs de nébuleuses persistantes. Au fil des millénaires, ce paysage cosmique original viendra accompagner toutes les nuits de la Terre, offrant à la fois un livre d'histoire du cosmos et un spectacle unique, le tout front de scène dans nos ciels nocturnes renouvelés. Ce nouveau panorama céleste, issu de la fusion de la Voie lactée, d'Andromède et de la galaxie du Triangle, cache un acteur qui ne se voit pas mais qui joue pourtant un rôle central dans tout ce scénario, la matière noire. Cette matière, invisible à tous nos instruments classiques, intrigue les astronomes depuis des décennies et c'est précisément lors des collisions de galaxies qu'on comprend à quel point elle influence la dynamique galactique. Quand on parle de la matière noire, il faut imaginer une masse colossale qui entoure chaque grande galaxie sous forme de halo, sorte d'enveloppe englobant le disque visible et même s'étendant bien au-delà. Dans le groupe local, la Voie lactée, Andromède et la galaxie du Triangle possèdent chacune leur halo de matière noire. Même si on ne voit pas cette matière, sa présence a été déduite grâce à l'étude des mouvements des étoiles et du gaz à l'intérieur et en périphérie des galaxies. Les étoiles tournent plus vite que ce que la simple masse visible ne permettrait et, pour que les galaxies ne se disloquent pas, il y a donc obligatoirement une masse cachée, bien plus grande que tout ce qu'on observe. Pour la Voie lactée, par exemple, la masse de la matière noire est estimée à près de 90% de la masse totale de la galaxie. Andromède affiche un pourcentage similaire et le halo du triangle reste moins massif en chiffres absolus, mais reste décisif dans la structure de cette spirale. Quand les trois galaxies principales vont commencer à se rapprocher, le phénomène ne va pas concerner uniquement les étoiles, le gaz ou la poussière, mais également ces gigantesques halos de matière noire. Avant même que les disques visibles n'entrent en contact, les halos vont déjà se mélanger, se percuter et former une nouvelle structure gravitationnelle à l'échelle de tout le groupe local. C'est ce tissage invisible qui va fixer la forme globale de la future supergalaxie et déterminer sa stabilité. Plus le halo est massif et bien centré, plus la fusion peut se faire en douceur, sans fragmentation majeure. Un point vraiment crucial, c'est que la matière noire ne colle pas seulement autour des galaxies. Elle s'étire, forme des filaments, relie parfois les halos de plusieurs objets proches, et crée ainsi une sorte de réseau gravitationnel qui donne cohérence à l'ensemble. Durant la fusion, ce réseau va capter de la matière, parfois piéger de petites galaxies satellites, ou absorber des nuages de gaz restés isolés entre deux grands disques. La redistribution de cette matière noire va alors directement guider le brassage du gaz visible, imposer les nouvelles dimensions de l'objet fusionné et même contrôler la vitesse de formation d'étoiles en concentrant ou diluant les nuages moléculaires selon la configuration du halo dominant. La matière noire joue aussi le rôle de tampon lors de la rencontre. Quand Andromède, la Voie lactée et le Triangle s'approchent, ce ne sont pas leurs bras d'étoiles qui sont en première ligne, c'est la matière noire. Elle commence à exercer une force gravitationnelle sur l'ensemble bien avant la rencontre, ralentit ou accélère certains mouvements, dévie la trajectoire des galaxies naines en orbite et crée des perturbations subtiles qu'on n'aurait pas soupçonnées sans des supercalculateurs capables de tout modéliser. C'est grâce à ces précieuses données informatiques qu'on arrive à prévoir la forme finale du monstre galactique qui va naître du chaos. Pendant la fusion, la redistribution de la matière noire va aussi influencer la capture ou la rejet d'autres galaxies autour du groupe local. Par exemple, certaines très petites galaxies naines pourraient être entraînées dans le nouvel ensemble, tout simplement parce que leur propre halo de matière noire fusionnera avec la structure principale. Cela permet de mieux comprendre pourquoi certaines fusions galactiques produisent d'immenses galaxies elliptiques truffées de satellites, alors que d'autres semblent laisser beaucoup de petites galaxies sur la touche, éparpillées dans le vide. Un autre point à ne pas oublier, la matière noire participe aussi à la création des nouvelles régions fertiles en formation stellaire. Quand elles se regroupent, elles compressent la matière visible et accentuent la densité locale du gaz. Cela facilite le déclenchement d'ondes de choc, de perturbations gravitationnelles, et donc la naissance de nouveaux amas d'étoiles.
De cette manière, sans la matière noire, la fusion elle-même serait bien moins spectaculaire, et on n'aurait pas cette explosion de régions lumineuses et d'amas jeunes. Les chercheurs cherchent d'ailleurs aujourd'hui à observer la signature indirecte de cette action sur les galaxies lointaines où de grandes fusions sont en cours. Si on regarde la répartition de la matière noire après la fusion, tout le système va s'équilibrer sous forme d'un halo très massif, englobant la nouvelle supergalaxie et tout son cortège de gaz, d'étoiles et de restes stellaires. Ce halo géant conservera des traces du passé, des filaments, des concentrations locales venant des anciennes galaxies, voire quelques zones plus vides issues de la disparition de petites galaxies absorbées. Cette structure influencera directement la rotation de la supergalaxie et la manière dont elle interagit à long terme avec le reste de l'univers. Selon certaines simulations, la matière noire pourrait attirer d'autres galaxies alentour, agrandissant de plus en plus le nouveau super-ensemble ou au contraire stabiliser la situation en empêchant la capture de nouveaux objets pendant des milliards d'années. La matière noire sert aussi les rangs des étoiles périphériques et du gaz relâché lors de la fusion. Grâce à sa gravité, elle évite que des blocs trop importants d'étoiles soient éjectés pour de bon dans l'espace intergalactique. Elle reconcentre lentement la matière autour du centre de la nouvelle galaxie et, sur des millions d'années, elle redonne une cohésion à ce qui vient d'être complètement mélangé. Ce phénomène rend la supergalaxie bien plus stable que ce qu'on aurait pu imaginer en se basant uniquement sur la matière visible. Du point de vue de l'observation, la matière noire reste difficile à appréhender. Les études menées dans les galaxies lointaines qui sont en plein processus de fusion tentent de repérer les effets secondaires de la matière noire. Par exemple, des mouvements d'étoiles trop rapides, des changements brusques de vitesse dans les courants galactiques, ou même des décalages de position d'amas globulaires entiers. Lors de la future fusion de la Voie lactée avec Andromède et le Triangle, les chercheurs espèrent observer en direct ces signatures qui confirmeraient les hypothèses actuelles sur la masse, la répartition et la nature exacte de la matière noire. Un autre intérêt scientifique de ces collisions majeures réside dans la possibilité de tester les modèles cosmologiques. La formation des galaxies elliptiques géantes, la répartition du gaz et des amas d'étoiles, la façon dont le cœur galactique acquiert sa masse, tout cela dépend de la manière dont la matière noire se concentre pendant et après la fusion. Si les observations du futur correspondent bien aux prévisions basées sur la matière noire, cela sera un pas de géant pour la compréhension de l'univers à grande échelle. À l'inverse, si les résultats diffèrent, il faudra peut-être repenser une partie de nos modèles, voire s'interroger sur la véritable nature de cette mystérieuse composante. Ce qui est intriguant dans la matière noire, c'est qu'elle agit sans jamais interagir directement avec la lumière ou la matière ordinaire. Elle ne brille pas, n'absorbe pas la lumière, n'émet aucun rayonnement détectable par les moyens conventionnels. Seule son action gravitationnelle trahit son existence et permet d'étudier ses effets sur les grandes structures cosmiques. La collision des trois grandes galaxies du groupe local offre donc une chance rare de cartographier la matière noire de manière inédite en suivant les tendances gravitationnelles sur des échelles colossales. Pour rendre cela concret, les astronomes combinent différentes techniques: mesure de vélocité des étoiles, observation du mouvement des nuages de gaz, suivi des orbites des galaxies satellites et, dans le futur, utilisation d'ondes gravitationnelles pour tenter de capter le moindre indice sur la présence de blocs de matière noire. Les avancées prévues avec les instruments comme le télescope spatial James Webb ou l'ELT, le plus grand télescope optique terrestre jamais construit, pourront peut-être lever un coin du voile sur la distribution exacte de cette matière lors de la grande fusion. Dans les simulations les plus récentes, la matière noire permet aussi de mieux comprendre la longévité et la structure finale des galaxies post-fusion. Sans elle, le gaz aurait tendance à s'échapper plus facilement. Les étoiles les plus rapides partiraient vers l'extérieur et la supergalaxie serait finalement bien moins massive et cohérente. Grâce à elle, la nouvelle galaxie conserve sa force gravitationnelle, peut continuer à attirer d'autres objets futurs et offre un terrain favorable à la relaxation dynamique, une sorte d'équilibre stable des orbites stellaires sur le très long terme. La matière noire influence aussi les régions périphériques. C'est souvent en étudiant la périphérie des halos galactiques qu'on détecte les meilleures preuves de leur existence. Après la fusion, de nombreux courants d'étoiles et de gaz continueront de parcourir cet espace, révélant la structure du halo par les mouvements lents mais réguliers de toute la population stellaire dispersée. Ces mouvements collectifs, difficiles à mesurer aujourd'hui sur d'autres galaxies, seront accessibles grâce à la proximité de notre propre supergalaxie fusionnée.
Enfin, la matière noire sera déterminante pour l'évolution à très long terme du groupe local élargi. Comme elle agit à distance, elle pourrait influencer la manière dont d'éventuelles autres galaxies voisines, parfois à plusieurs millions d'années-lumière, seront capturées ou repoussées dans le futur. Autrement dit, le visage du ciel et la diversité des galaxies qui l'entoureront dépendront aussi des choix de la matière noire invisible. Chaque fusion, chaque addition à la supergalaxie sera conditionnée par ce vaste halo enveloppant le tout. Grâce à toutes ces interactions, l'élargissement du futur ensemble galactique prendra la forme que la matière noire décidera d'autoriser, ou non, au fil des âges cosmiques. Ce monstre invisible, fait de particules encore inconnues, n'est donc pas seulement une composante passive du décor galactique, mais un chef d'orchestre réel de la fusion, du mélange et de la cohésion du grand ensemble issu de la rencontre de la Voie lactée, d'Andromède et de la galaxie du Triangle. Chaque étoile, chaque nuage, chaque bras spiral survivant et même chaque galaxie satellite devra composer avec ce halo enveloppant, garant de la stabilité à long terme, de la forme finale et des possibilités d'évolution future de ce nouveau monde cosmique. Connaître le rôle central de la matière noire dans les grandes fusions galactiques ouvre la porte à une autre réalité, celle des incroyables défis technologiques et des efforts humains pour observer et comprendre la galaxie du Triangle. Même si on la place parmi nos galaxies voisines, elle est loin, environ 3 millions d'années-lumière. Ça n'a rien d'accessible pour une sonde spatiale et encore moins pour une mission habitée. Tout ce qu'on apprend sur M33, comme sur ses grandes sœurs, la Voie lactée et Andromède, dépend d'observations à distance, en jonglant avec toutes les techniques et les avancées de l'astronomie moderne. Étudier une galaxie aussi lointaine, c'est d'abord une histoire de lumière. Ce qui atteint les télescopes terrestres et spatiaux, ce sont seulement les photons émis ou réfléchis il y a plus de 3 millions d'années. Les astronomes utilisent des instruments sensibles, adaptés à toutes les longueurs d'onde, de la lumière visible, bien sûr, mais aussi l'ultraviolet qui révèle les jeunes étoiles chaudes, l'infrarouge où on voit la chaleur de la poussière, et les ondes radio qui cartographient les nuages de gaz les plus froids. Pour la galaxie du Triangle, la liste des études réalisées dans chaque domaine est impressionnante. Ce sont ces observations multilongueurs d'onde qui permettent de reconstituer peu à peu la structure, la dynamique et l'histoire complète de la galaxie. Le premier défi est de taille. La luminosité de M33 n'est pas très grande si on la compare à d'autres galaxies du même type. À l'œil nu, il faut se trouver loin de toute pollution lumineuse, lors d'une nuit limpide et noire, pour distinguer une faible tache dans la constellation du Triangle, à la limite de la perception humaine. Pour observer ces bras spiraux, ces nébuleuses, ou pour analyser la lumière d'étoiles individuelles, il faut des télescopes de plusieurs mètres de diamètre, à la pointe des technologies optiques. Les plus puissants observatoires du monde, comme ceux installés à Mauna Kea, à Hawaï, au Chili ou sur les Canaries, lui consacrent régulièrement du temps d'observation précieux. Depuis les années 1980, les télescopes spatiaux comme Hubble ont modifié la donne. Hors de l'atmosphère terrestre, la finesse des images et l'absence de turbulences ont permis de révéler des détails insoupçonnés. Les images de M33 prises par Hubble montrent des cocons de gaz, des amas d'étoiles en formation, des restes de supernovas, tout un zoo d'objets cachés par la poussière. À chaque campagne d'imagerie, des milliers de nouvelles étoiles sont cataloguées, des distances sont mesurées plus précisément, et des phénomènes rares, explosions, variations d'éclat, peuvent être suivis en détail d'une année sur l'autre. Une autre révolution est venue avec les relevés du spectre de la lumière. En analysant la lumière venue du Triangle, on peut déterminer la composition des étoiles, la température des nuages de gaz, la vitesse de mouvement des différentes régions par effet Doppler. Les spectrographes modernes, installés sur les grands télescopes, font du décryptage de gènes cosmiques. Ils révèlent la présence d'éléments lourds, la signature chimique de nébuleuses et la dynamique des pouponnières d'étoiles. Cela permet de retracer l'histoire de la formation stellaire, la richesse passée en supernova et même d'estimer la fraction de matière noire cachée dans les bras spiraux. L'infrarouge a donné accès à un autre visage de M33. Les poussières chaudes, invisibles dans la lumière classique, rayonnent dans cette gamme. Elles tracent le passage des étoiles massives, la signature des nébuleuses actives, la berceuse pour étoiles nouvelles. Grâce aux données du télescope spatial Spitzer, mais aussi d'observatoires plus classiques dotés de caméras infrarouges, on a pu cartographier la spirale, dévoiler des structures fantômes et même détecter des étoiles très jeunes encore cachées dans leur cocon de poussière. Dans l'infrarouge le plus profond, les astronomes repèrent aussi le gaz moléculaire. Là où le gaz est le plus dense, les futures vagues de formation stellaire se préparent.
Un autre pan essentiel de l'observation, ce sont les ondes radio. Ce domaine a longtemps été réservé à la recherche sur la Voie lactée, mais grâce au progrès des antennes géantes, des réseaux comme le VLA aux États-Unis ou l'ALMA au Chili, on arrive aujourd'hui à cartographier en détail le gaz neutre, le gaz moléculaire et même certains trous noirs ou résidus d'explosions cataclysmiques au cœur du triangle. Les astronomes utilisent aussi la radioastronomie pour mesurer la vitesse de rotation du disque galactique, suivre des nuages de gaz expulsés lors d'explosions de supernovas ou de collisions passées, et même capter des signaux venus de phénomènes rares, comme les sursauts radio rapides, qui pourraient s'y produire. Pour chaque campagne d'observation, des défis pratiques se posent. La faible luminosité de la galaxie, la nécessité de cibler des zones minuscules du ciel pour obtenir la meilleure définition, les aléas météorologiques sur Terre, le coût des heures d'observation, aucun détail n'est anodin. Les astronomes doivent planifier leur programme des années à l'avance, rivaliser d'ingéniosité pour obtenir une part du temps d'observation, affiner leurs modèles pour extraire le maximum d'informations de chaque photon recueilli. L'émergence de nouveaux instruments a bouleversé le champ. Le télescope spatial James Webb, avec sa vision infrarouge ultra précise, ouvre une fenêtre inédite sur les pouponnières d'étoiles de M33. Là où Hubble voyait principalement des étoiles jeunes à travers des fenêtres de poussière, James Webb dévoile les régions les plus enfouies, là où tout commence, depuis la contraction du gaz jusqu'aux explosions des premières supernovas dans chaque nouvelle génération. Ce sont ces observations qui permettront à l'avenir de mesurer la vitesse exacte de naissance des étoiles, les variations de métallicité, c'est-à-dire la richesse en éléments lourds, d'un endroit à l'autre, et de comparer la dynamique interne de M33 à celle d'autres spirales du voisinage. Dans le futur proche, une autre révolution technique attend les astronomes, celle des télescopes géants terrestres. L'ELT, Extremely Large Telescope, en construction au Chili, avec son miroir de près de 40 mètres de diamètre, va permettre d'observer des étoiles individuelles dans le triangle avec une précision inégalée, voir jusqu'aux limites de la galaxie, étudier de tout petits amas et détecter les plus anciennes étoiles, témoins du passé le plus profond de cette voisine. C'est en accumulant ces mesures ultra détaillées que l'on pourra un jour relier, point par point, l'histoire locale de chaque région, reconstruire les collisions antérieures, mesurer les variations de matière noire sur de très fines distances. Observateurs amateurs et professionnels doivent aussi composer avec la lumière produite par les villes, qui brouille le ciel et limite l'efficacité des instruments terrestres. Malgré les progrès, beaucoup de données sont faussées par la pollution lumineuse, ce qui oblige à installer les meilleurs observatoires dans des endroits reculés, à plus de 2000 mètres d'altitude, loin de la civilisation moderne. La moindre lampe de rue de trop devient, à cette échelle, un brouilleur pour la lumière venue de M33. Cette lutte pour maintenir des ciels sombres est aujourd'hui un combat partagé dans le monde entier, où astronomes et citoyens s'allient parfois pour préserver la pureté des nuits et garantir l'accès aux merveilles du ciel profond. À côté des images et des spectres, la modélisation numérique est devenue un outil central. Les supercalculateurs combinent des millions de mesures, simulent l'évolution des bras spiraux, la migration des étoiles, la dynamique de la matière noire, la fusion future avec Andromède et la Voie lactée. Ces modèles, sans cesse corrigés, servent aux chercheurs pour prévoir les prochaines étapes de la vie de M33. Combien d'étoiles vont naître dans tel secteur? À quelle vitesse le gaz va-t-il se transformer au fil des âges? À partir de ces calculs, les astronomes publient des prédictions qu'ils testent lors des nouvelles campagnes d'observation et affinent la théorie chaque fois qu'une surprise apparaît dans les données. Mais tout n'est pas que réussite. L'observation de la galaxie du Triangle reste pleine de difficultés. Les astronomes butent souvent sur la confusion des sources. À des millions d'années-lumière, distinguer une étoile brillante de M33 d'une autre qui n'est qu'un objet du fond de l'univers ou qui appartient à notre propre Voie lactée nécessite des filtres spécialisés et des années d'analyse. La reconstitution du spectre exact d'une nébuleuse, l'étude du mouvement précis d'un nuage de gaz au milieu de 1000 autres, exige une patience et une rigueur extrêmes. Parfois, des incertitudes persistent. La distance exacte de certains amas, la nature d'une source ultralumineuse, l'origine d'une variation d'éclat. Tout ne se résout pas en une observation et chaque réponse soulève de nouvelles interrogations. Il faut aussi mentionner le rôle de la collaboration internationale. Aucun groupe, aucun télescope n'a aujourd'hui les moyens seuls de suivre tout ce qui se passe dans une galaxie aussi vaste.
Les données sont partagées dans des consortiums mondiaux, mises à disposition sur Internet, pour que des milliers de chercheurs et d'amateurs puissent fouiller, comparer, tenter de résoudre les énigmes de M33. Certaines découvertes majeures sont le fruit d'analyses croisées, où plusieurs équipes, parfois sans se connaître, réinterprètent les mêmes résultats et font avancer la compréhension commune. L'apparition de l'intelligence artificielle et du traitement automatique d'images accélère encore la recherche. Des programmes scannent aujourd'hui des millions d'étoiles et de pixels pour détecter les variations minuscules, les mouvements ou les couleurs anormales, repèrent des supernovas, cartographient la naissance de nouveaux amas stellaires et trient les données bien plus vite qu'une équipe humaine ne le pourrait. Ces technologies permettent de tirer parti des masses de données récoltées par les télescopes de dernière génération, ouvrant la possibilité de trouver chaque année des phénomènes jamais vus, parfois même sans que personne n'ait pointé la galaxie en question cette nuit-là. Malgré tout ce progrès, la galaxie du Triangle reste un terrain d'exploration. Il faut réussir à suivre chaque nuance, chaque différence par rapport au modèle théorique, pour pouvoir relier ce que l'on voit à l'évolution du groupe local tout entier. Le suivi des variations de luminosité dans le temps, la comparaison entre les images prises à 20 ans d'intervalle, la détection de nouveaux nuages de gaz, tous ces efforts collectifs n'ont qu'un but: comprendre au mieux ce qui s'est déjà passé et anticiper tout ce qui pourrait survenir, du point de vue de l'évolution galactique ou du destin de ces étoiles. Ce travail continu permet aussi d'établir des bases de données de référence utilisées pour calibrer la mesure de la distance d'autres objets bien plus lointains. La connaissance des propriétés précises de M33 aide à affiner l'échelle des distances cosmologiques en repérant des étoiles variables, en calculant la vitesse d'expansion des bras spiraux, en supprimant les biais dus à la poussière ou à la lumière ambiante. Les astronomes font de la galaxie du Triangle un jalon fondamental pour toutes les grandes cartes de l'univers. C'est tout un monde de découvertes possibles qui s'ouvre encore à mesure que la technologie progresse. Petit à petit, ce sont les plus petits détails, l'analyse d'une lumière ténue, la reconnaissance d'un mouvement d'amas ou la découverte d'une simple nuance dans l'émission infrarouge qui changent la vision globale que l'on a de cette galaxie. À travers chaque nouvelle observation, chaque coup d'œil, c'est l'histoire, le présent et l'avenir de M33 qui se dessinent, et avec eux, la compréhension plus large de tout ce que les galaxies comme la nôtre peuvent réserver dans le futur. Toute cette aventure humaine et technologique, tous ces efforts colossaux pour mieux comprendre la galaxie du Triangle, les voisins galactiques, la matière noire, leurs mouvements et leur histoire, conduisent à un impact plus large. Celui que ces grandes découvertes peuvent avoir sur nos sociétés, nos idées et notre façon de percevoir notre place dans l'univers. Depuis toujours, chaque nouvelle image, chaque révélation sur la structure des galaxies ou sur leur avenir donne du grain à moudre autant aux passionnés d'astronomie qu'aux artistes, écrivains, philosophes, enseignants, décideurs, à tout le monde en fait. Savoir que la Voie lactée n'est pas le centre unique du cosmos, ou que notre système solaire n'appartient qu'à une toute petite branche d'une immense spirale, c'est déjà quelque chose qui a changé, génération après génération, le regard humain sur la réalité. L'annonce qu'un jour la Voie lactée fusionnera avec Andromède et la galaxie du Triangle va bien au-delà de la simple curiosité scientifique. D'une part, c'est une source intarissable d'inspiration pour la fiction. Romans, bandes dessinées, films, séries, jeux vidéo, les scénarios explorant la fin d'une galaxie, la transformation du ciel, les voyages interstellaires, trouvent dans ce destin collectif de véritables idées neuves et crédibles. Le cosmos vivant, mouvant, parfois fragile ou chaotique, remplace doucement les vieilles représentations figées de l'ordre éternel du ciel nocturne. Savoir qu'un jour les constellations disparaîtront, que le ciel se tapissera de nouveaux rubans d'étoiles ou de nébuleuses colorées, apporte un terrain de jeu mental où s'entrecroisent la poésie, la peur, la rêverie, la création artistique tout simplement. Mais cet impact culturel n'est pas limité à la fiction ou à l'imaginaire collectif. Les changements de la carte du ciel pourraient aussi altérer sur le très long terme les traditions populaires, le folklore lié aux étoiles, les calendriers agricoles, les repères pour la navigation, tout ce qui fait partie des usages du ciel depuis des milliers d'années. Certaines cultures accordent à des constellations précises une signification agricole, religieuse ou sociale. La disparition de formes comme Orion ou la Grande Ourse, remplacées par de nouvelles silhouettes issues de la fusion, bousculerait ces traditions au même titre qu'une découverte géographique majeure il y a quelques siècles.
C'est l'idée même de permanence du ciel qui en serait transformée. Du côté de la science, la perspective d'observer une fusion galactique à l'échelle humaine, même très lointaine, oblige à revoir la manière dont on enseigne l'astronomie. Les manuels deviennent rapidement obsolètes, car entre chaque nouvelle mission, chaque photo de télescope, chaque simulation de collision, on affine le détail de ce qui attend notre ciel. Les enseignants s'en servent pour renouveler l'émerveillement des jeunes, pour montrer que même ce qu'on croyait permanent, figé, est en réalité en pleine mutation. Il n'est plus question simplement d'un univers statique, mais bien d'un univers où tout bouge, lentement mais sûrement. Rien que cette idée, apportée depuis la découverte de l'expansion de l'univers au début du XXe siècle, a changé profondément la vision de l'humanité sur son destin et sur ses origines. Cela pose aussi la question du sens de l'échelle. Les milliards d'années, les mouvements sur des millions d'années-lumière, les masses astronomiques de matière noire ou d'étoiles dépassent tout ce que l'on peut décrire avec des mots du quotidien. Cette notion de grande échelle devient, avec l'avancée des découvertes, plus familière. Il y a un siècle, la plupart des humains ignoraient l'existence d'autres galaxies hors de la Voie lactée. Aujourd'hui, grâce à la médiatisation des images du télescope spatial Hubble ou des résultats du satellite Gaia, la galaxie du Triangle, Andromède, les quasars, les ondes gravitationnelles, les collisions sont entrées dans la culture générale. Les enfants les citent, les enseignants en parlent, des œuvres d'art s'en inspirent, on les voit même dans la publicité ou sur les réseaux sociaux. Le vocabulaire du cosmos s'infiltre doucement dans la société. Un autre effet marquant, c'est la réflexion sur la place de l'humain. Apprendre que notre Soleil, notre système solaire et la Terre vivent dans une région banale d'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres et que tout ce monde-là est destiné à fusionner, se métamorphoser, s'éloigner, provoque parfois une forme de recul, mais aussi d'humilité. Cette réalité, loin d'être angoissante, a souvent un effet apaisant sur ceux qui la découvrent. La vie, la culture, les civilisations humaines se perçoivent alors comme des phénomènes locaux dans une immensité indifférente, mais aussi comme des points conscients capables de décrire, documenter, comprendre et raconter l'histoire même des galaxies. Pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'astronomie, à la philosophie naturaliste ou simplement à la beauté du ciel, cette fusion future entre la Voie lactée, Andromède et le Triangle sert aussi de socle à de grandes discussions sur la mémoire de l'humanité. Garderons-nous trace, dans 100 000 ans, de notre ciel d'aujourd'hui? Les archives astronomiques, les photographies, les œuvres d'art, les données scientifiques, conserveront-elles le souvenir de la forme classique de la Voie lactée? Que deviendront les légendes ou les noms des étoiles quand le dessin du ciel aura disparu? Cette question de la mémoire se pose déjà avec les changements de position des étoiles, dus au mouvement propre de chacune. Mais la fusion annonce un bouleversement d'une autre ampleur. L'impact ne concerne pas que l'observation du ciel ou les domaines créatifs. La recherche scientifique avancée sur ces fusions galactiques façonne aussi la technologie moderne. Beaucoup d'algorithmes d'analyse d'images, de gestion de très gros volumes de données, d'optimisation d'instruments ou de traitement du signal viennent de l'astronomie. Des méthodes mises au point pour décrypter les populations d'étoiles dans M33 ou Andromède sont ensuite utilisées en médecine, en météorologie, dans l'imagerie satellite ou la sécurité informatique. L'étude du cosmos, même très lointaine, entraîne des retombées bien concrètes et quotidiennes. Les discussions autour de la matière noire et de l'énergie sombre, de la structure profonde du cosmos, sont aussi devenues des références culturelles. Des débats sur la nature de la réalité, sur les limites de la physique classique, sur le rôle de l'observateur, traversent les forums, les classes et même certains débats politiques. Ce sont la curiosité et le doute, deux moteurs du progrès intellectuel, qui guident ici la réflexion. Même si la fusion des galaxies n'aura d'effet réel sur personne aujourd'hui, son annonce suscite des prises de recul, des interrogations utiles sur la durée, la valeur de la connaissance, le rapport au temps et à l'inconnu. Sur le plan plus individuel, beaucoup de gens racontent que regarder une image de la galaxie du Triangle, de la Voie lactée ou d'Andromède, ou simplement imaginer la collision à venir, les pousse à repenser leurs certitudes quotidiennes. La perspective qu'un événement aussi gigantesque, aussi lent mais aussi inéluctable soit déjà en cours, replace les problèmes ou les rêves humains dans une chronologie plus relative. Ce genre de révélation n'écrase pas l'esprit, il le stimule. On repense l'histoire humaine, l'évolution des sociétés, même parfois le rapport à la nature.
Savoir que le paysage du ciel changera totalement un jour fait aussi réfléchir sur ceux d'aujourd'hui, sur la nécessité de préserver certaines traditions tout en acceptant le changement. Dans la sphère de l'éducation, la possibilité de parler aux jeunes d'un univers qui évolue, d'une galaxie qui fusionne, d'un destin collectif à l'échelle de tout le groupe local, rend l'enseignement des sciences plus vivant, plus connecté aux réalités du monde. Les élèves, même ceux qui ne deviendront jamais astronomes, pigent peu à peu que la connaissance avance, que les certitudes d'aujourd'hui seront peut-être bousculées demain. L'envie de comprendre, d'observer, de sentir que l'on participe à une longue chaîne de découvertes aide à former des esprits ouverts, adaptables, critiques. Ce mode de pensée, ancré dans une vision dynamique du cosmos, contamine peu à peu tous les domaines, la littérature, la politique, l'art, la réflexion sur l'intelligence artificielle ou le climat. Cette fusion à venir de la Voie lactée avec Andromède et la galaxie du Triangle, cette transformation radicale du ciel, s'impose peu à peu comme un exemple même de la façon dont l'humain s'approprie, digère et intègre les connaissances scientifiques dans ses récits, dans les valeurs collectives, dans l'histoire des idées. Le fait que cette perspective soit rarement synonyme de catastrophe dans la communication scientifique rappelle aussi qu'on a changé de rapport au futur. On ne voit plus la fin du monde partout. Au contraire, on se projette sur des temps longs, pacifiés, où ces changements énormes font partie du cycle normal du cosmos. Enfin, la méditation sur cette transformation du ciel, sur la disparition des constellations et sur la possible création d'une nouvelle supergalaxie sert de repère pour penser l'avenir. C'est un symbole qui tire vers l'avant, qui invite à rester curieux, à garder le sens du doute, mais aussi celui de l'émerveillement. Les sociétés qui savent intégrer la science dans la culture collective, qui s'en servent pour enrichir les grandes questions existentielles, qui ne séparent pas rigidement science et art, disposent d'un atout unique pour affronter les défis du monde et pour garder vivante la pulsion d'exploration. En somme, la collision galactique, qu'elle soit vue sous le prisme de la science, de la culture, de l'éducation ou de la création artistique, joue aujourd'hui un rôle de miroir. Elle réfléchit à la fois la fragilité de la mémoire humaine et notre capacité à inventer sans cesse de nouveaux cadres pour comprendre notre environnement. Ce sont des récits collectifs, des poèmes et des calculs, des photographies et des débats, des cartes du ciel temporaires et éternels qui accompagnent ce grand bouleversement. Rien ne sera jamais totalement figé, et c'est sans doute là que réside la plus belle leçon de toute cette histoire. Apprendre à regarder les étoiles, à accepter leur migration, et à se souvenir qu'au fond, l'être humain est devenu aussi un compteur de galaxies.